Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pas plus tard que mercredi soir, le président américain Donald Trump avait menacé la République islamique d'Iran d'être bombardée de façon à ce qu'elle se retrouve dans l'âge de pierre. Aujourd'hui, un avion de chasse F-35 américain a été abattu par les Iraniens, évidemment au-dessus de leur territoire, au-dessus de la République islamique d'Iran. Un de ces deux pilotes a été secouru, un autre est toujours en train d'être recherché. Au 35e jour de guerre, les États-Unis d'Amérique se retrouvent face à des défis diplomatiques et militaires majeurs, alors qu'on vient d'apprendre à l'instant, plusieurs fortes explosions ont été entendues à Téhéran. Téhéran qui est évidemment survolé par des avions toute la journée et les défenses antiaériennes ont été activées à Téhéran. Ce soir, pour parler de toutes ces évolutions qui sont extrêmement intenses ce soir, il va falloir être très attentif parce qu'il y a beaucoup d'informations. Nous avons sur le plateau Michel Goya, bonsoir. Bonsoir. Michel, vous êtes consultant militaire LCI, merci d'être avec nous ce soir. Xavier Titelman, bonsoir Xavier. Bonsoir. Vous êtes ancien aviateur militaire, spécialiste aéronautique et défense. Samantha, bonsoir Samantha. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, ancien officier politique de l'OTAN. Il y a beaucoup de militaires. Vous êtes ancien officier politique de l'OTAN. Sophia Amara, bonsoir. Sophia, vous êtes grand reporter. Merci d'être là. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. Lucas Manget, grand reporter. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Enfin, Rina Bassis. Bonsoir Rina. Pardon. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste franco-israélienne, correspondante pour Al Monitor. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Après une immense confusion qui a duré toute la journée, cette information a été éclaircie. C'est-à-dire qu'un avion militaire F-15 américain, et non pas un F-35. J'ai hésité un instant parce que justement, pendant une partie de la journée, des informations, notamment en provenance d'Iran, disaient qu'il s'agissait d'un F-35. Il s'agit bien d'un F-15 américain, s'est crashé, et ces deux pilotes, parce qu'il s'agit d'un avion avec deux pilotes, est en train d'être secouru. L'un d'entre eux est déjà secouru. Il a reçu des soins médicaux. Ça, ce sont des sources américaines qui le disent. Le sort du second pilote, en revanche, est à l'heure où nous parlons inconnu. Les opérations de recherche et de sauvetage sont en train de se poursuivre. Xavier Titelman, les opérations de recherche et de sauvetage, quand on est dans ce genre de situation, elles sont évidemment capitales. On voit sur ces images qu'elles ont commencé en fait dès le milieu de l'après-midi. Il s'agissait d'un avion ravitailleur, d'un autre avion qu'on a vu, qui ont d'ailleurs été des hélicoptères qui ont été également pris pour cible. On va y revenir. Mais ils ont agi dès le milieu de la journée, et qu'ont-ils jusqu'à présent réussi à faire ? Alors, dès qu'il y a des pilotes ou des équipages qui sont engagés au-dessus d'un territoire ennemi, vous avez des équipes spécialisées dans ce qu'on appelle le CSAR, donc le Search and Rescue, qui vont être capables de décoller très rapidement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'avion est tombé, vous avez toute l'armada américaine, peut-être même encore plus importante que les avions qui faisaient des missions traditionnelles, qui vont décoller. C'est-à-dire que dans l'écosystème, vous avez nécessairement les avions qui vont aller sur place pour essayer de sécuriser la zone du site. S'il y a des accès, s'il y a des ponts, tout simplement couper la possibilité d'accéder à la zone sur laquelle ils connaissent la position des sièges éjectables où est-ce qu'ils sont tombés. Et donc, ils vont par exemple couper tous les ponts pour empêcher des Iraniens d'arriver sur zone. Ça, c'est les avions qui arrivent très vite. Donc leur but, ils ont plusieurs buts, c'est évidemment sauver les pilotes, mais également empêcher les Iraniens d'arriver sur zone. Bien sûr. Sécuriser la zone, ça veut dire éviter que les Iraniens arrivent, et ensuite les hélicoptères qui vont beaucoup plus lentement, surtout qu'on est quand même très très loin du front. Pourquoi est-ce qu'on voit ces hélicoptères qui sont derrière un avion qui en fait est un avion de transport traditionnel C-130 ? C'est parce que la distance est tellement importante qu'il faut ravitailler les hélicoptères en vol. Ils ont besoin d'un ravitailleur pour cette opération de sauvetage. Là, ils se posent, ils vont récupérer un des deux pilotes qui était déjà identifié. Peut-être qu'il était resté juste à côté de son siège, et le deuxième personnel navigateur, on ne sait pas si c'est le navigateur ou le pilote. Oui. En tout cas, le deuxième, pour l'instant, on n'a pas d'informations. Mais donc, ils se posent, ils sécurisent la zone, et là, on peut imaginer qu'il y a des dizaines d'avions qui sont en vol pour faire de la surveillance en permanence, pour empêcher les radars iraniens de se remettre en fonction, pour éviter tout mouvement de troupes au sol.
Alors effectivement, vous avez raison de dire que donc on ne sait pas quelle est exactement la fonction du personnel, de l'officier américain de l'armée de l'air américaine qui a été jusqu'à présent sauvé. Donc dans ce genre d'avion, Michel Goya, il y a donc un siège à l'avant, si je comprends bien, sur lequel il y a le pilote, et un siège à l'arrière dans lequel il y a l'opérateur du système d'armes, le WISO, donc le Weapon Systems Officer. Oui. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Et là, de toute façon, on ne sait pas lequel des deux a été secouru. Oui, bien sûr. C'est lui qui gère tout, comme son nom l'indique, tous les systèmes d'armes. Il a de la navigation, il fait plein de choses, sauf le pilotage directement. Donc le pilote et... Oui, il faut demander à Xavier. Moi, je suis pas pilote. Du coup, oui. Moi non plus. Mais celui qui, disons, appuie sur les boutons pour que la bombe tombe, c'est l'opérateur qui est à l'arrière. Oui, c'est normalement. ça. Oui. D'accord. Voilà. Donc ce qui veut dire que c'est un avion qui est relativement important, le F-15E, le Strike Eagle, qui est en gros chasseur-bombardier puissant. Mais là, oui, on ne sait pas lequel des deux a été récupéré. Mais à la limite, peu importe. Peu importe, bien sûr. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, là, vous avez aussi toute la difficulté de mener un raid héliporté à l'intérieur du territoire iranien. On en parle depuis des semaines maintenant, de cette hypothèse d'envoyer des raids. Là, c'est encore plus difficile dans la mesure où il n'y a pas de surprise. Mais là, parce qu'on est dans une situation d'urgence. Oui, non, bien sûr. Non, mais des raids comme ceci, sensiblement, selon les mêmes modalités, vous pouvez les organiser pour aller détruire un objectif, pour aller capturer quelqu'un, etc. C'est sensiblement toujours la même méthode. La difficulté qu'il y a là, c'est qu'on est dans une zone où il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire, tout le monde vous y attend. À partir du moment où l'avion est abattu, vous avez tous les miliciens, tous les passe-d'arrang de la région qui arrivent sur la zone et qui vont chercher le pilote et qui attendent aussi les secours, qui savent qu'il y aura forcément une opération de secours. Et donc, ça va nécessiter des combats. On note que généralement, on essaie, dans la mesure possible, on essaie de faire ça de nuit. Parce que toutes ces équipes qui sont des équipes spécialisées, des gens très pointus, sont très équipés pour plutôt combattre de nuit. Mais s'ils le font de jour, c'est que vraiment il y a urgence. Et en le faisant de jour, forcément, ils sont plus vulnérables. Il y a déjà au moins 2 hélicoptères qui ont été touchés. On va voir ça dans tous les détails, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'informations qui nous parviennent ce soir, et on va essayer vraiment de toutes les séries et de toutes les traiter. Lucas, avant d'aller à Washington, retrouver Sonia Dridi. Pour ajouter une dernière précision à ce que viennent de dire Xavier et Michel, les pilotes, quand ils sont éjectés, ils ont dans leur gilet et dans le siège des sortes de balises GPS cryptées qui permettent aux hélicoptères notamment et toutes les forces de les repérer, de repérer exactement leur position. Mais pour ça, et c'est ça qui rend l'opération beaucoup plus dangereuse et vulnérable, c'est que les hélicoptères doivent voler bas, c'est ce qu'on voit très bien dans les images. Et donc forcément, c'est un risque de suraccident, si j'ose dire, par rapport pour aller chercher ce pilote où qu'il soit et s'il est encore en vie, il y a un risque supplémentaire pour essayer d'accrocher le signal qu'émet sa balise. Exactement. Vous avez raison, Lucas Manger. Nous allons bien évidemment détailler, essayer de comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent concrètement, ces pilotes. Mais avant cela, rejoignons Washington, où nous rejoint Sonia Dridi. Vous êtes en direct de la Maison-Blanche. Merci d'être avec nous, Sonia Dridi. On est un petit peu quand même interloqué par le silence de Donald Trump. Et expliquez-nous pourquoi il est silencieux. On nous dit qu'il a été briefé. Bien évidemment, Donald Trump ne peut pas ne pas être au courant de cet incident majeur et de cette opération de sauvetage qui est en cours encore maintenant. Pourquoi reste-t-il silencieux, Sonia ? Alors Donald Trump a passé la plupart de la journée dans le bureau ovale. Il y est encore actuellement. Il y a quelques minutes, il a eu une première réaction puisqu'il a décroché. Un journaliste de NBC l'a appelé et il lui a demandé si ces tirs iraniens contre cet avion, a priori un F-15 selon les médias américains, changeaient la donne dans les négociations. Et Donald Trump a répondu non, pas du tout. C'est ça la guerre. C'est la seule première petite réaction qu'on a de la part de Donald Trump, qui autrement est resté en effet silencieux. Il a eu plusieurs événements dans la journée qu'il n'a pas ouvert aux journalistes comme c'est souvent le cas. Alors il attend sûrement d'avoir davantage d'informations, notamment sur le second membre d'équipage, puisque selon des responsables américains qui ont parlé aux médias américains, l'un des 2 membres de l'équipage a été secouru et est actuellement pris en charge médicalement. Pour l'instant,
l'instant, on n'a pas d'informations sur l'autre membre d'équipage. Et les médias américains qui ont également déclaré que 2 hélicoptères qui faisaient partie des opérations de recherche et de secours ont été pris pour cible par des tirs iraniens et les pilotes, en tout cas, sont sains et saufs. En tout cas, c'est un coup dur, c'est clair, pour le président américain qui assurait il y a peu que la guerre était presque terminée. C'est la première fois depuis le début de cette intervention en Iran qu'un avion américain est pris pour cible par des tirs ennemis. Sonia Dridi, merci. Vous étiez en direct de Washington et on va bien sûr vous retrouver plus tard au cours de cette soirée. Rina, il se trouve que Israël, on l'apprend également, a annulé aujourd'hui des frappes que Tsahal, que l'armée d'Israël avait prévues sur l'Iran pour ne pas entraver justement ces efforts de recherche qui sont, on le rappelle, encore en cours de recherche et de sauvetage pour retrouver le 2e pilote. Oui, vous avez tout à fait raison. Et de ce qu'on voit et de ce qu'on attend pour l'instant, c'est que les Américains n'ont pas demandé de l'aide d'Israël dans les recherches même, mais par contre, il y avait cette demande d'arrêter frapper dans la zone où a priori... Ah, c'est une demande, vous pensez, des États-Unis ou c'est Tsahal qui l'a fait d'elle-même? Ils sont en permanence. De toute façon, ils sont en collaboration permanente. Ils parlent en permanence, donc bien sûr, au moment où les Américains cherchent dans un certain endroit, les Israéliens ils vont arrêter de bombarder pour faciliter les recherches. Mais j'aimerais aussi préciser, pour les Israéliens, et une situation pareille, on les connaît très bien, c'est un traumatisme national. Les gens, de toute façon, de ma génération se souviennent très bien de Ron Arad, un copilote qui, son avion est tombé en 1986 sur le ciel libanais. Et pendant 2 ans, il était attrapé par le groupe Amal. Après, il était transféré dans un autre groupe. Pendant 2 ans, on avait encore des nouvelles. Après, il est disparu. Il est présumé est mort, mais il y avait jamais, son corps n'était jamais répatrié, n'était jamais trouvé. Il y avait énormément de tentatives au fil des années parce que justement, ça est devenu un traumatisme à ne pas trouver un pilote qui est tombé. Les Israéliens, c'est vraiment l'horreur absolue. On peut s'imaginer ce qui se passe maintenant au QG américain avec cette situation. Bien sûr, justement, vous parlez du QG américain. Eh bien, pour ajouter à la confusion, hier, les gardiens de la révolution iranienne avaient également affirmé avoir abattu un avion de chasse ennemi, sans préciser lequel, sans diffuser la moindre image. Alors qu'aujourd'hui, ils ont diffusé des images de débris ce matin en disant que c'était des débris de F-35. Bref, ils se sont trompés parce que ce sont des F-15. Mais hier, ce qui est intéressant, c'est que le CENTCOM, justement, avait réagi, alors qu'aujourd'hui, le CENTCOM n'a pas encore réagi. Voilà ce qu'avait dit le CENTCOM hier. Tous les avions de chasse américains sont recensés. Le corps des gardiens de la révolution de l'Iran a déjà proféré cette fausse allégation à au moins 6 reprises. Sophia Amara, bien sûr, là on est dans le plus fort, le summum de ce qui peut être le brouillard de la guerre, parce que la prise éventuelle d'un pilote, c'est une prise de guerre fantastique. On voit bien que entre hier et aujourd'hui, tout a changé. Oui, alors ça avait déjà commencé avec cette fameuse frappe de l'AWACS, qui était un coup symbolique, mais sans coup humain, puisqu'il n'y a pas eu de mort, il y a eu 12 blessés quand même, côté américain. Vous rappeliez très justement Ron Arad, le traumatisme de Ron Arad, qui d'ailleurs a poussé l'armée israélienne, il n'y a pas si longtemps, à tenter à nouveau de retrouver ses restes, sa dépouille, en allant... oui, exactement, en allant chercher, même au Liban, côté libanais, et sans résultat. Donc évidemment, c'est un traumatisme pour une armée de perdre un pilote, même si les pilotes sont là pour bombarder, donc c'est un risque qu'on court quand on fait la guerre. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu 2 avions, Anne. Il y a eu un premier avion qui a été abattu selon les médias, des médias sérieux, et un deuxième. Vous parlez d'aujourd'hui, 2 avions aujourd'hui, absolument. Et un deuxième avion, ce fameux F-15, avec un premier pilote sauvé et mis en sécurité, le deuxième que les Iraniens cherchent de leur côté, tandis que les Américains cherchent à le mettre en sécurité. Il apparaîtrait que des appareils, des hélicoptères qui sont à la recherche de ce second pilote ont eux aussi essuyé des tirs sans pour autant se cracher sur le territoire iranien. Alors, vous l'évoquiez à l'instant, effectivement... Pour celles et ceux qui nous regardaient, je vous avais dit que ce soir il fallait être très précis. Nous parlons d'un avion F-15 pour lequel des opérations de sauvetage sont encore en cours. Un pilote a été sauvé.
un autre n'est pas encore retrouvé. Mais aujourd'hui, il y a eu un autre avion de combat américain, c'est selon le New York Times, qui s'est crashé dans une autre région, pas au-dessus de l'Iran, dans la région du Golfe, à peu près au même moment, mais son unique pilote, parce que cet autre avion sur lequel nous n'avons pas d'informations supplémentaires, il n'y avait qu'un pilote et non pas deux comme dans le F-15, eh bien ce seul pilote a été, lui, secouru. Voilà les informations que nous avons. Revenons maintenant sur quand même les opérations de secours. Xavier Titelman, j'ai besoin de vous pour que vous nous expliquiez donc comment ça se passe. D'abord, on voit bien sur les images que il y a eu donc depuis le début de l'après-midi, voilà, plusieurs avions ravitailleurs, comme vous nous avez expliqué, un avion d'attaque au sol A-10, et des hélicos Black Hawk qui étaient là pour, bien sûr, également prendre part à cette opération. Ils ont eux-mêmes été ciblés. En fait, il y a deux missions. Il y a la sécurisation de la zone, l'environnement, laisser un libre accès aux éléments les plus fragiles, parce qu'évidemment, pour récupérer quelqu'un qui est au sol, il faut amener des hélicoptères. Il n'y a rien de plus lent qu'un hélicoptère, donc logiquement, il faut avoir, en gros, ratiboiser tout ce qu'il y avait autour pour éviter que ça s'approche. C'est-à-dire des avions, des hélicoptères et des drones de combat qui sont capables de lancer des roquettes, des missiles, des cas, des véhicules, par exemple, qui vont s'approcher de la zone. Encore faut-il que la zone soit bien identifiée. Ensuite, vous avez ces hélicoptères. Là, c'est bien parce qu'on a des images, justement, d'entraînement au César. À droite, c'est plutôt les Américains. À gauche, c'est les Français. Donc, c'est des images d'entraînement au sauvetage, au combat. Et les hélicoptères que vous avez en haut à droite, c'est justement cet hélicoptère, le UH-60, avec la perche de ravitaillement, que les Américains ont réellement engagé. Et effectivement, étant engagé 2 jours, une grosse mitrailleuse telle que finalement on ne peut pas les détruire, toutes les mitrailleuses qui sont au sol, les radars, on les détecte, on les détruit. Et ça, vous pouvez tirer sur ce type d'appareil et le détruire et l'endommager. Et sur la gauche, on voit ces images avec les avions qui envoient des leurres. C'est-à-dire que eux, ils sont certainement en train d'éviter des missiles qui leur sont tirés dessus. En réaction, ils envoient des leurres. Voilà ce qui s'est passé. Mais écoutons justement ce qui s'est passé quand 2 de ces hélicoptères ont été touchés tout à l'heure pendant cette opération de sauvegarde, de sauvetage. Ils ont été touchés par des tirs iraniens. Écoutez. Donc Michel, ils ont été touchés, ils ont quand même pu retourner, je crois, sur leur base côté irakien. Il n'y a pas eu de victimes, mais ils ont été obligés de se replier. Je sais pas forcément. Ils ont été touchés. Comment on peut envisager que ça s'est passé ? Mais ça dépend par quoi ils ont été touchés. Ça, ce qu'on appelle, c'est de l'ALI, de l'armement petit calibre. Le son qu'on a entendu, c'est du petit calibre. Voilà, c'est des Kalachnikov, c'est des fusils. On l'a vu, pardon, colonel, on l'a vu d'ailleurs, on le voit tirer de. Oui, il y en a un. Oui, un fusil de chasse. Un fusil de chasse, il va pas toucher grand. Tout simplement. Et il n'est pas en uniforme. Il va faire du bruit là, mais c'est tout. Mais ceci dit, c'est un vrai risque. Le premier soldat qui est mort à l'opération Serval, c'était un pilote d'hélicoptère. Il a été touché par une balle comme ça. Moi, j'ai le souvenir en Afghanistan en 2005, il y avait une mission de sauvetage d'une force spéciale, Marcus Luttrell, qui était une mission qui avait un peu foiré de force spéciale. Une opération a été lancée et il y a un Chinook, donc un gros hélicoptère de transport avec 16 membres des forces spéciales qui a été touché et qui a explosé, qui a été détruit. Vous pouvez revenir même à Mogadiscio, parler des Black Hawk, des faucons noirs, Mogadiscio, d'un hélicoptère qui a été touché, il s'est posé, donc il a fallu envoyer deuxième mission pour aller essayer de le secourir. Ça n'a pas marché, les gens se sont déposés en corde pour aller secourir l'hélicoptère, mais ils n'ont pas pu récupérer ils n'ont pas pu l'extraire, et puis finalement ils se sont fait encercler, ils se sont fait tuer. Donc un grand risque, ces opérations extrêmement risquées, ces genres d'opérations avec cette possibilité, et ça c'est tout à l'honneur d'ailleurs des soldats américains, mais de tous les soldats, c'est d'aller chercher malgré tout, de jamais laisser un camarade derrière, et d'aller le chercher, de prendre tous les risques pour aller le chercher, quitte
à ce que il y ait plus de morts encore dans cette mission. Oui, donc évoquons maintenant vraiment très concrètement ce qui se passe, parce qu'il y a des processus, des protocoles évidemment, ce qui se passe lorsque des pilotes sont dans la situation dans laquelle ils sont maintenant. Il y a des protocoles de survie et de conduite extrêmement stricts dans l'armée américaine, le format SERE, S-E-R-E, Survival, Evasion, Resistance, Escape. Entraînement intensif, je crois, Lucas Manget, que c'est ce dont vous vouliez parler, c'est-à-dire le fait que les pilotes américains sont entraînés, bien sûr, avec des outils psychologiques, physiques, pour survivre derrière les lignes ennemies. Donc d'abord, ils vont quitter la zone de crash, ils vont essayer de se camoufler, ils vont tenter de répondre et d'utiliser leur balise de détresse, tout à fait, pour signaler leur position. C'est sans doute comme ça que le premier a été récupéré. S'ils peuvent quitter la zone de crash, s'il n'est pas blessé. Il peut arriver que l'éjection se passe extrêmement bien. D'abord, l'éjection, c'est extrêmement violent. Je discutais récemment avec des pilotes de chasse français de Mirage dans les Ardennes, la base de 3-3 Ardennes, et un des pilotes qui s'était éjecté à la suite d'une panne de moteur de son Mirage au-dessus de l'Afghanistan m'avait raconté dans le détail. Effectivement, ce que vous décrivez, Anne, c'est le fait que essayer au maximum de se mettre en sécurité. Il faut savoir que les pilotes sont très peu armés. Ils ont généralement un revolver, pas plus. En revanche, un petit peu de nourriture, un petit peu d'eau quand c'est possible, et un certain nombre on l'a vu l'autre jour, vous savez, sur les pilotes américains qui ont été shootés par erreur par les pilotes de F-35. Ils avaient sur eux une sorte de document sur leurs vêtements en plusieurs langues, dont l'arabe, disant je suis un officier de l'armée américaine, merci de respecter les conventions de la guerre et de ne pas me faire de mal. On le voyait bien dans l'un des pilotes qui était au sol, il avait extrêmement peur. Donc l'objectif de ces pilotes, pour faire rapidement, c'est effectivement d'essayer de se mettre en sécurité le plus possible, de se mettre dans une zone où leur balise peut signaler. Alors la balise de détresse, elle est cryptée, bien évidemment. Elle est cryptée, bien entendu, et elle n'est normalement repérable que par les alliés, pas forcément que les Américains. Par ceux qui mènent l'opération sauvegarde. Voilà, par les Israéliens, j'imagine aussi, qui peuvent essayer de savoir où il est précisément. Maintenant, la difficulté, c'est effectivement de pas tomber entre des mains ennemies. Ça peut être aussi de tomber entre des mains amies. Il peut y avoir des gens en Iran qui vont avoir le courage d'essayer de récupérer un pilote mais c'est extrêmement risqué pour eux. Ça me semble peu probable. C'est des scénarios évidemment on en est réduit à des conjectures ce soir. Mais effectivement, pour terminer, ils sont extrêmement entraînés à cette situation. L'éjection d'un pilote n'est pas quelque chose de rarissime et de très dangereux, mais ils sont extrêmement entraînés à ça, et y compris à survivre en milieu hostile pendant de longues heures, voire plusieurs jours. Mais en fait, Lucas a mentionné quelque chose de très important, c'est qu'il part sur un document qui les identifie comme combattants ennemis. Je voudrais juste rappeler que le secrétaire d'État, le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, a répété à plusieurs reprises avant le début de la guerre, depuis le début de la guerre, que les conventions de Genève et les guerres politiquement correctes, on s'en fout complètement. Il a même appelé à ne pas prendre de quartier. Ça veut dire, en langage du droit de la guerre, ne pas faire de prisonniers. Donc si vous vous rendez... c'est-à-dire que j'espère que les Iraniens n'ont pas entendu ce qu'il a dit. Mais ils l'ont certainement entendu, effectivement. Je n'inculque aucun désir de respecter le droit international aux Iraniens non plus, mais si vous voulez, c'est bien le très mauvais exemple donné par Pete Hegseth peut leur coûter très cher. Exactement. C'est ça. Alors, ils ont quand même. Ce qui peut sauver le pilote, c'est qu'ils ont quand même plus intérêt à le garder. Bien évidemment. Ça une monnaie d'échange. Il a beaucoup de valeur, et on va bien sûr y venir. La télévision d'État iranienne, Sophia Mara, a immédiatement dans la journée diffusé ces images que vous voyez là, qui sont des images de nomades Bakhtiari qui sont dans cette région et qui saisissent leurs fusils pour aller chercher ce pilote américain dans les montagnes. Oui, c'est des images de propagande. Bien évidemment que ce sont des images de propagande. Comme ce que fait souvent l'Iran, puisqu'on est en période de guerre, et d'ailleurs tout le monde fait sa propagande. C'est pas comme ça. Sauf que chez nous, dans l'Occident, la propagande, ça s'appelle la communication. Oui, enfin, mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'on cherche activement quelqu'un, d'autant que maintenant, il y a une prime qui a été promise en cas pour une personne qui rapporterait le pilote mort ou vivant. Et bien sûr que l'Iran, et c'est peut-être heureux. Oui, $30 000. Une prime de $30 000. Ouais, et c'est peut-être heureux pour ce pilote, c'est qu'il aura beaucoup plus de valeur pour les Iraniens vivants que morts, en tant que trophée. Ce qu'il faut rajouter, c'est que il y a à la fois un élément positif et un élément négatif qui joue en la faveur du pilote, c'est qu'il est tombé non loin de la frontière avec l'Irak.
Oui. Donc là où peuvent se trouver les forces susceptibles de lui venir en secours. Par contre, comme c'est à la Par la terre, vous voulez dire, par les moyens terrestres, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de trajets. Oui. C'est pas à l'intérieur des territoires. Par contre, ce qui est négatif, c'est que justement parce que c'est une zone non loin de la frontière, il y a beaucoup de passes d'Aran. Et par contre, il y a les Arabes de Ahwaz. Et les Ahwaz, ils sont très très opposés au régime des mollahs, qui pourrait peut-être, vous évoquiez tout à l'heure, c'est aussi peut-être une possibilité qu'il est blessé et qu'il est mis en sécurité par des gens qui auraient le courage de le soigner ou qui prennent un risque gigantesque. Non, mais le courage de le soigner et qu'en faire après, ça me semble peu plausible. Je veux dire, on ne sait jamais, peut-être. Non, mais il faudrait qu'il y ait tout un réseau pour aider. Là, franchement, ça me semble peu plausible. Il est dans une zone qui est très opposée au pass d'Aran. Il faut juste s'en rappeler, peut-être. Le signaler, d'accord, vous avez raison de le signaler. Mais justement, Xavier Titelman, comment on survit à une éjection ? Et qu'est-ce qui se passe ? Vous avez fait plusieurs stages, vous m'avez dit ça tout à l'heure en préparant l'émission, de survie justement après éjection en mer, en montagne, en milieu hostile. Là, on est véritablement en milieu hostile. Donc, qu'est-ce qui peut se passer exactement si capture ? Donc, les pilotes sont évidemment entraînés à cela également. Ils sont entraînés à être capables de résister aux interrogatoires, comme par exemple le fait, je crois que les pilotes américains ne donnent que, s'ils sont interrogés, leur nom, leur matricule, leur date de naissance, et ils éludent toute autre question. Ils sont également entraînés à la manipulation psychologique. Alors, en théorie, oui, parce que tout s'effondre le jour où il faut le mettre en pratique. Nous dites pas ça. Là, vous faites peur à tout le monde. Les militaires sont quand même entraînés en théorie pour que, en pratique, ils puissent le faire. Personnellement, j'ai eu que les entraînements au sauvetage en mer, au sauvetage en montagne. Donc, on fait des igloos. Sauvetage en mer, on se fait élitroyer par des hélicoptères. Oui, c'est pas tout à fait la même chose que ce qui se passe là en Iran. Mais il n'empêche qu'ils ont toutes ces formations-là. Et après, il y a celles où on se fait récupérer par des équipes. Donc là, typiquement, on a des mots de passe, on a des codes. Il faut donner ces codes pour dire qu'on n'aurait pas mis un piège sur nous ou alors qu'on n'est pas dans une embuscade quand ils viennent nous chercher. Le commando vient nous mettre un fusil sur la tête et il faut qu'on réponde à un certain nombre de questions. Donc, il y a des procédures qui sont très précises. Et ensuite, on nous embarque dans l'hélicoptère pour pouvoir faire l'exercice. Là, en l'occurrence, la question de la survie, ça peut être, Michel l'évoquait tout à l'heure, ça peut être jusqu'à 6 jours. On a des passifs dans lesquels un pilote américain qui s'était éjecté en Bosnie-Herzégovine... En 1995. Il avait survécu 6 jours. Il avait mangé des limaces. Enfin, je veux dire, c'est ça qui permet de tenir aussi longtemps. Je suis pas sûr qu'il y ait des limaces, là. Ouais, ou peut-être des lézards. Je ne sais pas. Il y a mais il y a forcément, de la végétation. Mais Michel, vous avez commandé des commandos spéciaux. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement cet entraînement militaire des pilotes américains et en France aussi à la survie après l'éjection en milieu hostile? Oui, alors en fait on s'entraîne un peu tous à la survie en réalité, mais avec cette idée, vous évoquez effectivement, il y a aussi le cas de prisonniers, ça peut concerner tout le monde en fait. Donc il y a des choses réglementaires, vous l'avez évoqué, donc on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. On peut être entraîné, vous êtes entraîné à être prisonnier, vous pouvez être entraîné à être torturé aussi, ça se fait aussi. Voilà, on goûte un petit peu à l'électricité par exemple. Ah oui, dans l'entraînement. Oui, ça peut se faire, d'accord. Ça se fait, ça se fait parfois. Bon, mais donc. Vous voulez nous dire que vous l'avez vu faire Bien sûr. Enfin, ça se fait notamment dans certains stages au Brésil, au Venezuela, quand on est en Amérique du Sud, on va faire un petit tour. Mais pas par l'armée française. Non, je pense pas. Non. Mais voilà. Donc on s'entraîne aussi au fait d'être prisonnier. Moi, j'étais plutôt du côté de ceux qui sont dans les hélicoptères, qui vont essayer de récupérer des camarades. Donc ça, mais là, il y a véritablement une course. On a d'un côté l'opération de sauvetage qui est en cours, de l'autre côté les Iraniens, ils veulent récréer ce pilote. C'est exactement ça. C'est une course de vitesse celui qui va le rattraper le premier. C'est pour ça qu'on le fait 2 jours. Parce qu'il y a vraiment urgence, alors que c'est évidemment beaucoup plus délicat de le faire 2 jours, alors que vous avez tout le monde qui arrive sur la zone, qui arrive dans la zone du crash. Vous avez la zone du crash, et puis on fait un cercle tout autour. On voit à peu près par où pourrait tomber un homme qui s'est éjecté au-dessus de cette zone. Et puis vous faites un grand cercle, et puis normalement les Iraniens, ils font un bouclage autour de ce grand cercle, et puis après ils fouillent à l'intérieur. Donc
Donc c'est une vraie course de vitesse, mais qui peut durer. Qui peut durer combien de temps ? Au Grady, en 95, il a fallu 6 jours pour le récupérer en Bosnie. Voilà. Alors, mais c'est quand même un peu un record. En 2016, les gardiens de la Révolution avaient capturé 10 marins américains, mais ils les avaient libérés après 15 heures. Après 15 heures. Bon, là, on ne sait pas encore si les Iraniens ont capturé ce pilote. Parce qu'il y a aussi, quand est-ce qu'on sera au courant ? Oui, Sophia. Si je vous permets, oui, sauf qu'en 2016, la situation était bien différente. Ah bah oui, on n'était pas en guerre, bien sûr. Non seulement ça, mais la relation entre l'Iran et le reste du monde était bien meilleure. Pacifiée, puisque en 2015, l'accord sur le nucléaire venait d'être signé. Là, par contre, c'est une véritable course contre la montre, les uns cherchant à sécuriser ce pilote et les autres cherchant à mettre la main dessus pour l'utiliser, l'instrumentaliser très certainement s'il n'est pas mort. Oui, Rina Bassiste, en 1991, si on remonte un peu plus loin, là, dans la guerre du Golfe, effectivement, il y avait eu des pilotes américains qui avaient été capturés et qui, par les Irakiens, ils avaient été forcés de faire des déclarations télévisées. Ça avait été un choc mondial. Oui, tout à fait. Ça, je vais compléter un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure sur les Israéliens, par exemple, comme les Américains, les soldats, ils ont les consignes de donner que leur grade, leur nom, peut-être aussi leur unité. Mais on sait très bien, c'est tout. Oui, leur matricule, c'est tout. Mais on sait très bien. Israël avait l'expérience déjà dans la guerre de Yom Kippour en 73, où il y avait plusieurs, justement, prisonniers de guerre, des soldats israéliens qui étaient capturés soit par la Syrie, soit par l'Égypte. Il y avait plusieurs entre eux qui ont subi des tortures. Sur la torture, ils ont raconté ça à leur retour. Ils ont tout dit. Donc même s'ils étaient entraînés, même s'ils ont passé... Ils ont tout dit. Voilà, ils ont tout dit, oui. Ils ont tout dit. Tout ce qu'ils savaient, ils ont raconté ça après, que c'était impossible. Mais bien sûr. Des semaines et des mois de torture. Bien sûr. À la fin, c'était impossible de résister. Donc ça, c'est déjà une chose. La deuxième chose, effectivement, s'il est attrapé par les Iraniens, on a bien vu, le 7 octobre, c'était non seulement un massacre, mais les militants de Hamas, ils ont fait exprès de prendre le plus possible d'otages et même les corps. Tout est devenu une monnaie d'échange. Donc, si vraiment il est attrapé, c'est un prix absolument extraordinaire pour les Iraniens. Oui. Ils vont profiter jusqu'au fond pour faire plier les Américains. Alors, écoutons justement la réaction qui vient de nous parvenir à la télévision d'État, diffusée à la télévision d'État iranienne, du porte-parole de l'armée iranienne, qui réagit, bien évidemment, à ce crash aérien. À la suite des fausses déclarations du président américain concernant la destruction totale du système de défense aérienne iranien, un avion de chasse américain hostile a été abattu dans l'espace aérien central iranien par un système de défense aérospatiale de pointe récemment mis au point et exploité par les corps des gardiens de la révolution islamique, sous le contrôle du réseau intégré de défense aérienne du pays. L'avion a été complètement détruit et les opérations de recherche se poursuivent. Oui, Lucas Manget, effectivement, si les Iraniens sont ceux qui récupèrent ce pilote, il y a d'abord deux options. Soit le pilote est en vie, soit le pilote n'est pas en vie. Mais ils vont forcément utiliser cette prise. Ça sera bien sûr, si les Iraniens récupèrent le pilote, une arme puissante de négociation dans tous les cas. Pour eux, ils ont bien intérêt évidemment à le récupérer vivant. Faut pas oublier que les Iraniens ont ce qu'on appelle, avec un mauvais terme d'ailleurs, la diplomatie des otages. C'est tout sauf une diplomatie, c'est une arme. Les Iraniens sont spécialistes de ça. Enfin, les Iraniens, la République islamique d'Iran, faut arrêter de dire les Iraniens comme ça. La République islamique d'Iran, l'État. Oui, l'État iranien au pouvoir aujourd'hui utilise les otages, l'a utilisé à plein de reprises, que ce soit effectivement en 79 au moment de la prise d'otage, la première grande prise d'otage des Américains à l'ambassade, mais aussi plus récemment de Français, d'Allemands, de plusieurs nationalités. Ils savent utiliser les otages comme arme de négociation. Comment est-ce qu'ils l'utiliseront? Ça, on peut pas savoir à l'avance. Ce qu'on peut imaginer, c'est que si ce pilote est vivant, il va évidemment se retrouver à la télévision iranienne comme exhibé, comme un trophée, exactement, comme un trophée et comme une preuve de la puissance iranienne, mais aussi comme une réponse au discours de Donald Trump, parce que on peut quand même en dire un mot. Ça fait quand même 3 semaines que Donald Trump dit
toute la journée sur ses réseaux sociaux. Il dit l'inverse. Non, mais il dit surtout un truc, par exemple, prenons un point précis. Ça fait 3 semaines qu'il dit le ciel iranien nous appartient. Nous dominons le ciel iranien. Nous dominons le ciel iranien. Sortons même des discours complètement délirants sur on a des super bombes, tout ça. Il dit avec les Israéliens, nous dominons le ciel iranien. Ce que les Iraniens montrent aujourd'hui, c'est que c'est faux. Ça ne veut pas dire que les Iraniens ont la maîtrise de leur ciel, loin de là. Mais qu'en revanche, la domination, la suprématie totale par les Américains et les Israéliens du ciel iranien, il y a des accros, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et donc c'est une guerre. Et c'était cette guerre, que Trump veut absolument propre, sans une victime, de son côté, évidemment. Quand il fait son discours il y a 2 jours, son adresse à la nation, dans laquelle il y avait finalement pas grand-chose de 19 minutes, quelle est la réplique des Iraniens? C'est des salves de missiles sur Tel Aviv. Et c'est les Israéliens qui en payent, eux, le prix là, du discours de Donald Trump. Donc chaque élément qu'ils vont pouvoir utiliser, j'en termine là, et si dans le cas de ce pilote, va leur servir dans une argumentation mondiale, en fait. Oui. Le premier à utiliser la télévision, c'est Donald Trump. Oui. Mais à ce jeu-là, les Iraniens ne vont pas se laisser faire non plus. Ils ne vont pas se laisser faire. Vous êtes avec nous en ligne, Michel Polaco. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes expert en aéronautique, question de défense et de nucléaire. Justement, sur cette question cruciale de la domination par les États-Unis du ciel iranien. Effectivement, il serait intéressant de savoir si cet avion F-15 qui a été abattu, est-ce qu'il a été abattu alors qu'il volait à basse altitude ou à haute altitude? Parce que si j'ai bien compris, ça ne veut pas du tout dire la même chose. C'est très important parce que ça montre justement le degré de contrôle du ciel iranien par les États-Unis que Trump, comme vient de le dire Lucas Manget, décrit comme total. Si c'est à haute altitude, c'est que le contrôle n'était pas total. Alors, toutes les hypothèses sont envisageables. D'une part, les Iraniens peuvent avoir gardé pour, je dirais, le bon moment, quelques systèmes de défense solaire capables donc d'abattre des avions à assez haute altitude, et ils ne s'en sont pas servis jusqu'à maintenant pour être sûrs de ne pas se les faire détruire. Ou bien c'est pas un système solaire performant, c'est un manpad, c'est-à-dire un petit missile qu'on porte à dos d'homme qui ne tire pas à plus de 4 km et demi, qui a été utilisé. À ce moment-là, ça veut dire que l'avion était à relativement basse altitude, parce que ça veut dire 12 000, 15 000 pieds pour un avion comme ça, c'est de la basse altitude. Et puis sinon, ça peut être aussi de la mitraille. S'il est descendu très bas, ça peut être des fusils mitrailleurs, ça peut être au Kosovo, en Bosnie, on a vu des avions touchés par des armes utilisées par des combattants terrestres. Oui. Donc voilà, les 3 hypothèses sont envisageables. À mon sens, il est probable que le pilote qui a été récupéré a déjà dû donner l'information à ses patrons américains. C'est-à-dire que vous pensez que le pilote qui a été récupéré, oui, a évidemment aujourd'hui été... Enfin, d'abord, il a été soigné, on nous dit qu'il est en bonne santé, et qu'il a dû débriefer et raconter les conditions, le détail des conditions dans lesquelles ça s'est produit. S'il est en état d'être débriefé, a priori, on peut imaginer que oui, parce qu'on n'a pas parlé de lui comme étant dans un état désespéré. On a parlé de lui comme étant en bonne santé. Évidemment. Voilà, en bonne santé, je sais pas, on a dit qu'il était en train qu'il était entre les mains des médecins et qu'on lui donnait des soins. Bon, voilà. Mais disons que, évidemment, très très vite, on leur a débriefé pour avoir une idée de la manière dont s'est passée d'abord la frappe de l'avion, deuxièmement pour savoir comment s'est passée son éjection et celle de son navigateur, si c'est bien le commandant de bord comme on le dit depuis ce matin, et troisièmement comment est le terrain et est-ce qu'il y a des moyens pour se camoufler, et le fait qu'on l'ait récupéré lui, ça donnera aussi des indications sur ce que le deuxième membre d'équipage a pu faire. Vous dites, Michel Polaco, que c'est le commandant de bord qui aurait été sauvé, alors que le navigateur, c'est celui qu'on n'a pas encore trouvé, c'est cela? Parce que je ne suis pas sûr de ces informations. C'est l'impression que j'ai à travers tout ce que j'ai pu entendre depuis le milieu de l'après-midi. La Maison-Blanche, le Pentagone, etc., ils disent que le pilote a été récupéré, qu'il est entre les mains des médecins. Donc si c'est le pilote, c'est pas le navigateur, voilà. Oui, tout à fait. En tout cas, les opérations de sauvetage sont encore en cours. On sait que les Américains excellent en la matière. Mais est-ce que justement, Michel Polaco, la nuit, le fait qu'il fasse nuit noire maintenant, évidemment, en Iran et depuis déjà quelques heures, puisqu'il est à 2h30 plus tard qu'en France, à l'heure de Téhéran, ne joue
joue pas en faveur justement de ces équipes de sauvetage américaines parce qu'il y a une certaine domination technologique de ce qui peut être fait dans la nuit. À mon sens, oui, pour avoir eu l'occasion de voler avec nos équipes de l'aviation légère de l'armée de terre, notamment de nuit, j'ai vu tout ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en vol de nuit, en hélicoptère, à très basse altitude, pour aller faire des posées dans des zones incroyables, ou pour aller se mettre en vol stationnaire à faible hauteur, au-dessus de zones où on ne peut même pas se poser, mais où on peut élitreuiller des gens pour les faire descendre, des commandos, des médecins, je sais pas, ou bien élitreuiller un pilote qu'on récupère et qu'on remonte dans un hélicoptère, y compris dans un brocard. Donc, si vous voulez, la nuit, les Américains voient la nuit, comme nous d'ailleurs, et ils ont des moyens formidables d'amplification de lumière, d'infrarouge, qui permettent de détecter les sources de chaleur, les sources de lumière, les mouvements, et donc eux sont quasiment pas visibles. On peut les entendre, mais ils sont quasiment pas visibles. On les entend plutôt au dernier moment parce que dans ces cas-là, ils font des vols à très basse altitude. Donc on peut les entendre, on peut pas les voir, et eux peuvent voir à peu près tout. Et notamment, par exemple, s'ils ont une zone préférentielle pour rechercher ce deuxième membre d'équipage, ils peuvent voir s'il y a des gens qui s'agitent autour et voir si c'est possible d'une manière ou d'une autre d'agir contre eux ou pas. Oui, merci Michel Polaco, merci d'avoir été en direct avec nous, et nous apprenons à l'instant qu'une cellule des crises est en cours de réunion à la Maison-Blanche, dont nous vous relatons tout à l'heure, si je puis dire, le silence, puisque la Maison-Blanche n'a rien dit. Donald Trump, d'habitude si prolixe, je ne sais pas ce qui m'a prise, d'habitude si prolixe, effectivement, n'a rien dit à ce sujet. Il a tweeté sur d'autres sujets, on va y revenir plus tard dans l'émission, notamment à propos d'Ormuz, à propos de son obsession du pétrole et des trésors de guerre justement que peut constituer ce pétrole iranien. Mais l'équipe de sécurité nationale donc du président Trump s'est réunie actuellement dans l'aile ouest de la Maison-Blanche. Le président travaille dans son bureau ovale et on est en ligne avec Sonia Dridi. Sonia, vous êtes en direct de Washington. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que signifie en plus du silence trumpien, la réunion de crise de la Maison-Blanche ce soir? Oui, c'est ABC qui confirme que Donald Trump est entouré de son équipe nationale du Conseil national de sécurité, qu'il est régulièrement briefé, qu'il reçoit les dernières informations, et donc la Maison-Blanche est en cellule de crise. Vous pouvez voir derrière moi à l'extérieur du bureau ovale, le Marine indique la présence de Donald Trump, et je ne l'ai quasiment pas vu quitter sa position, c'est-à-dire que Donald Trump est resté depuis ce matin quasiment toute la journée dans le bureau ovale, ce qui est rare. Comme vous l'avez dit, il n'a pas pris en effet de questions de journalistes en direct. En tout cas, il n'a pas reçu de journalistes comme il le fait souvent dans le bureau ovale. Par contre, un journaliste de NBC qui est ici à la Maison-Blanche l'a appelé tout à l'heure au téléphone, il y a un peu moins d'une heure, et lors d'une conversation très brève, Donald Trump lui a dit que ces tirs contre l'avion américain, le F-15E, selon les médias américains, eh bien, ces tirs ne remettent pas en cause les négociations en cours avec les Iraniens. Il a dit cela ne remet pas du tout en cause, c'est ça la guerre. Et puis il a aussi, selon ce journaliste, exprimé sa frustration vis-à-vis des détails qui sortent dans les médias sur justement cet incident et cette opération de secours qui est en cours. Donc Donald Trump qui est toujours actuellement briefé par son équipe de sécurité nationale. On imagine notamment que dans cette aile ouest qui se trouve derrière moi, il y a le secrétaire d'État Marco Rubio, le vice-président J.D. Vance, et puis des membres des services de renseignement. Oui, merci Sonia Dridi, on reviendra vers vous bien sûr dans la soirée. Ce qui est intéressant avec Donald Trump, c'est qu'il parle souvent aux médias en les appelant au téléphone. Donc il a appelé tout à l'heure NBC au téléphone et le journaliste a posé des questions bien sûr à propos de ce qui s'était passé aujourd'hui. Il n'a pas voulu commenter, Samantha Bender, Donald Trump. Il est furieux, bien évidemment, Donald Trump, que les médias, il le sait bien, ne cessent de commenter, de parler de cette
cet avion qui a été abattu et des opérations de secours, du fait qu'un pilote reste toujours introuvable. Il a refusé de commenter l'opération de sauvetage en cours, comme vous le voyez sur l'écran. Et évidemment, ça, c'est un épisode que Donald Trump exècre, parce qu'il n'y a pas de censure militaire, en tout cas comme en Israël ou comme il peut y avoir ailleurs pendant la guerre aux États-Unis, et qu'il est obligé de laisser évidemment les médias s'emparer de ce sujet. Alors plusieurs choses. Alors on ne sait pas si c'est le journaliste qui l'a appelé ou Donald Trump qui l'a appelé. Donald Trump a une habitude, c'est qu'il donne son numéro à des journalistes et de temps en temps. Ah oui, vous avez raison. C'est plutôt le journaliste qui l'a appelé et de temps aujourd'hui. En temps, on ne sait même pas pourquoi il répond. Il peut être à Mar-a-Lago. Il répond quand ça l'arrange. Parfois en pleine nuit d'ailleurs. Oui. Mais il n'a pas dit grand-chose, mais il a dit deux choses qui sont très importantes. Un, il a dit « nous sommes en guerre ». Depuis le début de cette guerre, Donald Trump refuse de dire que nous sommes en guerre. C'est l'opération. Oui, il minimisait. Epic Fury, il fait un petit peu comme Poutine avec l'opération militaire spéciale. Tout à fait. Là, il dit. J'ai remarqué que les militaires avaient souvent tendance au début à dire ça. Michel Goyal a souvent mentionné le fait que Donald Trump refusait d'appeler ça une guerre. Donc là, je trouve que c'est très important. Oui, je dirais enfin. Il lui faut un avion américain abattu pour qu'il dise nous sommes en guerre. Il n'a pas l'air du tout concerné par le sort de ces pilotes. Il dit non, ça n'affectera pas les négociations. On sent une nonchalance. Non, ça, je suis pas sûre que ça soit une nonchalance. Je suis pas sûre. Michel Pirina, moi, je suis pas sûre. Je pense qu'il est très gêné et qu'il attend d'amples informations. S'il y a une cible de crise depuis ce matin, il est très gêné, bien évidemment. C'est un événement d'une importance stratégique. Et c'est la raison pour laquelle il ne parle pas. Et en même temps, parce qu'il n'a rien à dire, quoi. Et là, il n'a qu'à attendre, en réalité. Mais les opérations de sauvetage sont en cours. C'est très frustrant pour lui, évidemment, de rien dire, parce qu'il est obligé d'attendre le résultat. Il aurait pu menacer les Iraniens. Non, mais ça veut dire, Michel, que les militaires arrivent à le faire rester silencieux, quand même, en cas de crise, de forte crise comme celle d'aujourd'hui. Oui, au contraire, c'est contre-productif de parler dans ce genre de situation, de menacer les Iraniens. Il aurait pu s'adresser peut-être à la population iranienne en disant, voilà, on est avec vous, enfin, vous... Je pense qu'il attend l'issue de l'opération de sauvetage depuis un certain temps. Donc voilà, donc il n'a plus qu'à attendre. A priori, ça devrait effectivement, ça devrait se dénouer cette nuit probablement. En parler, oui, c'est l'opération de nuit, elle est beaucoup plus, elle est moins difficile, j'allais dire plus facile. Revenons un instant sur le fait que cette opération de sauvetage de nuit, est-ce que ça serait plus facile à exfiltrer ? J'ai été formé à cela. J'étais formé au combat de nuit, bien sûr, mais aussi à faire poser des hélicoptères de nuit, à faire déposer des hélicoptères tout temps, tout lieu, de nuit, partout. J'ai cette formation. Donc expliquez-nous quoi le fait que ça soit la nuit, que peut-être ça va aider l'opération de sauvetage en cours. C'est très simple, la nuit, tous les sauveteurs, là, tous les commandos, les pilotes, ils voient. Et en face, mais les Iraniens, ils voient pas ? Pas forcément. Non, pas forcément. Donc il y a une suprématie technologique américaine. Ça, c'est l'avantage. On en est certain. C'est l'avantage numéro 1, bien sûr. À partir de là, vous pouvez voir, par l'imagerie thermique, vous pouvez repérer un certain nombre les gens plus facilement dans le froid de la nuit. Vous pouvez repérer les gens. Vous pouvez repérer peut-être plus facilement le pilote s'il est abattu. S'il est le pilote s'il est proche. Donc généralement, ça se dénoue de nuit et les délais sont assez limités. On parlait de l'opération au Grady qui avait duré 6 jours. Mais là, ça fait quand même... C'est exceptionnel. A priori, ça devrait... Ça fait 7-8 heures, là, déjà. Oui, ça devrait se terminer cette nuit, probablement. En espérant, évidemment, qu'il récupère. En espérant un dénouement heureux. Qui, au passage, d'ailleurs, sera exploité par Donald Trump et qui en fera un triomphe. De toute façon, ça sera exploité d'un côté comme de l'autre, quel que soit le dénouement. Américain. Bien sûr. Mais juste un point, ça montrera quand même que c'est quand même beaucoup plus difficile de pénétrer en Iran qu'on pouvait peut-être imaginer. Ah oui, vous voulez dire que peut-être que ça refroidira un peu les ardeurs de Trump qui était en train de presque se dire qu'il allait... Peut-être simplement dans les missions aériennes. Finalement, les basses couches, on va peut-être éviter, on va peut-être être un peu plus prudent dans les opérations, parce qu'il y a peut-être un deuxième avion qui a été abattu aussi, on l'a déjà évoqué. Oui, il y a un deuxième avion. Ça fait 2 avions en une journée, c'est beaucoup. À un moment, il n'y en avait aucun. Mais pas au-dessus de l'Iran. Pas au-dessus de l'Iran, mais il n'y en avait aucun jusqu'à présent. Et deux d'un coup. Effectivement, tout se bouscule aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en début d'émission. Mais Xavier Titelman, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que peut faire techniquement le pilote américain de nuit, s'il est en vie, s'il est blessé mais capable de procéder à cela techniquement? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour pouvoir être repéré? Alors, les pilotes ou les personnels d'équipage qui sont éjectés ou qui sont au sol, ils ont ce qu'on appelle un strobe infrarouge. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un flash mais qu'on voit pas à l'œil nu et qui
qui permet, en plus c'est très directionnel vers le ciel, donc en toute logique, ceux qui sont autour, même s'ils avaient des lunettes de vision nocturne ou d'infrarouge, ils ne le verraient pas. Donc les Iraniens qui seraient autour, ne verraient pas. S'ils avaient des lunettes de vision nocturne, infrarouge, ne verraient pas ce que ferait ce pilote américain avec ce strobe vers le ciel. Ce strobe qui est très très puissant. Et les Iraniens n'ont aucun moyen de voler au-dessus pour le voir. Donc les Américains, à des kilomètres et des kilomètres, dizaines de kilomètres à la ronde, ils vont voir ce strobe qui a un flash avec un rythme spécial pour être reconnu. Qu'est-ce qu'il fait? Il communique quoi avec ce strobe? Alors rien, c'est juste pour se positionner. D'accord. Et donc ça veut dire qu'ils savent que c'est là, et là ils vont envoyer la cavalerie, ils vont l'exfiltrer, et 2-3 heures plus tard, il va être arrivé en Irak. Ouais, Sophia. J'ajouterais effectivement, mais j'ajouterais que les Iraniens ont des night vision. Bien sûr. Oui, ils en ont. Moi, j'en ai vu au Liban, aux mains du Hezbollah. Donc, si le Hezbollah en a, les Iraniens ont des lunettes de night vision. Ça s'achète à 1400 Bien évidemment. €. Exactement. Mais par contre, effectivement, ils ont ça, et ils ont aussi une sorte de tracker, une balise, mais cryptée, que seules les forces qui sont à leur recherche peuvent repérer ou recevoir, une sorte de balise. Nous, même les journalistes, nous, on a ça en zone à risque, ça s'appelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, un tracker, et donc ça envoie à Paris ou à votre rédaction ou à vos chefs des signaux qui permettent de vous, exactement, de repérer votre position. Rina Bassiste. Oui, une petite chose par rapport à... On n'est pas dans la tête du président américain. On ne sait pas pourquoi il ne s'est pas prononcé, mais à la fin... ça on le devine, ça. C'est parce qu'il est extrêmement gêné. Il peut être gêné, mais il s'agit aussi de la vie de quelqu'un. Oui. Et il y a une famille américaine. Et l'opération est en cours. Il y a la société américaine tout autour. Donc là, moi je crois, c'est pas mauvais, c'est qu'il a fait à se contenter à dire cette tout à fait. phrase. Je suis d'accord avec vous. Il n'est pas entré dans les détails. Il y a des opérations en cours. C'est logique de se taire en ce moment. Ça, c'est une chose. Et après aussi, il faut aussi tenir dans la tête le fait est que vraiment, s'il est vraiment capturé par les Iraniens, ça peut être un événement qui change tous les cours de la guerre. On se souvient très bien de trauma américain avec les otages à l'ambassade en 1979. Encore un otage, un prisonnier de guerre américain. Ça va pas être quelque chose de mince. Et là, ça peut basculer d'un des deux côtés. Soit un arrêt de guerre, soit justement, ça peut aussi encourager le président américain à dire « Vous nous faites ça ?» Vous allez voir. Mais justement, les opérations de sauvetage sont encore en cours. C'est vrai que, pour une fois, on peut se dire que Donald Trump a raison de ne pas parler avant la fin de ces opérations de sauvetage. Michel Polaco, vous êtes de nouveau avec nous. Michel, vous êtes expert en aéronautique. Combien de temps pensez-vous que cette opération de sauvetage américaine, qui, on le rappelle, est encore en cours, elle est en cours depuis le milieu de l'après-midi, il faisait encore jour, maintenant c'est la nuit, combien de temps elle peut encore durer ? Elle peut durer longtemps, à mon sens. Si tout se passe bien, peut-être qu'ils vont arriver à le récupérer cette nuit. Ça dépend aussi de l'environnement. Dans certains cas, c'est facile. Dans certains cas, c'est difficile. Pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie, lorsque les Américains ont perdu leur fameux avion invisible, un F-117A, ils ont réussi avec toute la cavalerie, comme disait Xavier il y a un instant, avec une 60aine d'avions et d'hélicoptères quand même, à récupérer leurs pilotes en 8 heures. D'accord, en 8 heures. Bon, cela dit, dans d'autres cas, il a fallu négocier et ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc voilà, pendant la guerre d'Irak, en 91, ils en ont récupéré plusieurs assez facilement parce qu'ils ont quand même un système de combat de SAR, de combat de Search and Rescue, recherche et sauvetage qui est très très sophistiqué. Mais il y a des cas où il y a des pilotes qui ont été faits prisonniers. Et vous vous souvenez, on a vu des Anglais, des Américains dans les chaînes de télévision qui étaient bien abîmés, ils avaient été frappés, etc. Donc voilà, ça peut être l'un l'autre. De toute façon, le pilote, où il est en état, il n'est pas trop en mauvais état, et il est capable de se planquer, et il peut tenir plusieurs jours avec son lot de survie, ou bien il est en mauvais état ou en très mauvais état, et il finira par être découvert. Et puis, si les Américains arrivent à le localiser avant, c'est eux qui vont l'attraper, les premiers. Mais là, ça peut durer. Michel Polaco, si les Américains ne l'ont pas encore récupéré, c'est parce qu'ils ne savent pas encore où il se trouve, parce qu'il n'a pas donné sa localisation, ou parce qu'il n'arrive pas à accéder à l'endroit où il est. Il peut y avoir plusieurs raisons. D'abord, peut-être qu'ils ne veulent pas s'approcher
parce qu'il y a des adversaires, il y a des Iraniens à côté. Ils veulent pas s'approcher pour ne pas le désigner comme cible et le laisser, puisque pour l'instant, il arrive à se cacher, à se dissimuler. Ou bien peut-être qu'il n'a pas réussi à conserver avec lui son lot de survie. Et à ce moment-là, s'il s'est éloigné sans son lot de survie, il va falloir qu'il crapahute et qu'il arrive à se sortir d'affaire par ses propres moyens. On peut imaginer plein d'hypothèses, vous comprenez ? Oui. Merci Michel Polaco. Vous vouliez ajouter quelque chose, Lucas ? Je voulais juste ajouter à ce que disait Rita Baptiste tout à l'heure à propos des otages, le fait qu'il y a eu cette semaine un autre événement qui, pour le président Trump, a évidemment beaucoup moins d'importance, mais qui en a une pour les services de renseignement américains, c'est la prise d'otage, le kidnapping d'une journaliste américaine qui s'appelle Shelley Kittleson, qui a été kidnappée à Bagdad, devant le Bagdad Hotel, en plein centre de Bagdad, par l'un des groupes les plus dangereux une des milices irakiennes pro-Iran les plus dangereuses. On ne sait absolument pas où elle se trouve, mais c'est une milice pro-iranienne. Et donc, ce que je veux dire, c'est que là, on parlait beaucoup des otages et des risques de prise d'otages et des risques que ce pilote, s'il n'était pas retrouvé, soit capturé. Cette semaine, une journaliste a été prise en otage à Bagdad. Ça commence à faire beaucoup. Et les services américains, évidemment, ne communiquent pas sur leurs opérations de recherche de cette journaliste, mais ils sont en train d'essayer de la trouver. Rina, avant que nous rejoignions Washington. Oui, juste pour dire que Shelley Kittleson travaillait parmi d'autres médias aussi pour Al Monitor, pour mon journal. On est extrêmement prudent, on ne parle pas ni des circonstances de son enlèvement, ni la famille a demandé de ne pas entrer dans les détails, mais bien sûr Al Monitor a tout de suite appelé à sa libération immédiate et qu'il faut faire tous les efforts pour la libérer. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes en train de commenter l'information du jour qui est qu'un avion F-16 américain, F-15 américain, un avion F-15 américain a été abattu par les Iraniens. Aujourd'hui, il avait 2 pilotes à bord. L'un des 2 individus officiers américains de l'armée de l'air a été récupéré. L'autre, le sauvetage est encore en cours. Personne ne sait où il se trouve. En plus, aujourd'hui, il y a eu un autre avion américain qui s'est crashé, mais pas au-dessus du territoire iranien. Donc ça fait beaucoup pour une même journée. Sonia Dridi, vous êtes avec nous en direct de Washington. Le président Donald Trump, qui jusqu'à présent ne s'est pas exprimé à ce propos précis, le propos de cet incident dramatique qui marque la journée, mais il aurait également parlé, il se serait exprimé face à un journal américain, c'est cela ? Oui, Donald Trump qui ne s'est pas exprimé de manière officielle, mais qui a répondu au moins à 2 appels de journalistes américains. Alors, il y a eu tout à l'heure, il a répondu à un appel d'un journaliste de NBC, et quand ce dernier lui a demandé si cet incident allait changer le cours des négociations, il a répondu simplement non, pas du tout, c'est ça la guerre. Il n'en a pas dit beaucoup plus, mais il a dit tout de même à ce journaliste de NBC qu'il était frustré par ce qu'il voyait dans les médias, par la couverture médiatique de ces opérations, cette opération de sauvetage qui était encore en cours. Et puis, il vient de prendre un appel d'un journaliste ici à la Maison-Blanche pour The Independent, et ce journaliste lui a demandé comment il allait réagir s'il apprenait que le second membre de l'équipage avait été capturé par les Iraniens ou mis en danger, blessé par la partie adverse. Il a répondu « Je ne peux pas commenter sur cela parce que nous espérons que cela ne va pas arriver ». Donald Trump, qui se trouve actuellement dans le bureau ovale, dont vous pouvez voir l'une des entrées derrière moi, qui a pratiquement pas quitté le bureau ovale de la journée, et c'est rare. On a appris il y a peu de temps via ABC qu'il était entouré de son conseil de sécurité nationale, et donc qu'il était mis au courant régulièrement des dernières news, qu'il était briefé constamment donc depuis le bureau ovale. Merci beaucoup Sonia Dridi, vous avez été en direct avec nous de Washington. On vous retrouvera plus tard bien sûr dans la soirée. Et passons côté République islamique d'Iran. Regardez, nous venons de recevoir ces images que nous partageons avec vous, ces images de l'annonce par la télévision d'État de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous entendez ces cris ?
ces applaudissements, c'est à l'annonce non pas de l'avion qui a été abattu au-dessus de l'Iran, c'est donc du F-15, mais c'est à l'annonce de ce second avion, cet avion Addis War Dog. C'est cela qui a été crashé, qui s'est abattu, mais cette fois-ci pas au-dessus du territoire de la République islamique. Sophia Amara, là évidemment, ce sont bien sûr des images de propagande. Nous ne recevons de la part de la République islamique d'Iran, bien sûr, que des images de propagande. Il faut le souligner, il n'y a qu'une télévision d'État, donc ça ne peut pas être autrement. Et visiblement, cette télévision d'État tenait à montrer cette foule. Oui, mais en temps de guerre et dans un pays qui est si difficile, d'où il est si difficile de rapporter de l'information, c'est également de l'info. Parce que ça nous dit que ce soir, malgré la campagne qui se poursuit contre le territoire iranien, malgré les affirmations de Donald Trump, des partisans de ce régime sont dans la rue et ils célèbrent pour ce qui est pour eux une victoire et pour Trump, un échec bien réel. Ou pour aujourd'hui en tout cas, un revers bien réel, puisqu'il annonce que le ciel de l'Iran est complètement acquis aux forces engagées dans ce conflit, à savoir américaines et israéliennes, et que là on voit que non, pas du tout. On a eu une première frappe en Arabie Saoudite, l'avion l'AWACS, un deuxième avion, un troisième avion et un pilote qui est peut-être en danger de mort s'il n'est pas déjà décédé, et donc que finalement l'heure est grave pour Donald Trump. Cela dit, je trouve qu'aujourd'hui, je finirai avec ça, que Donald Trump, la guerre semble avoir changé. Aujourd'hui, là, il n'est pas parti à Mar-a-Lago. Mais il en a fallu beaucoup pour que la guerre le change. C'est-à-dire, il lui faut 2 avions américains dans la même journée qui sont touchés par des frappes non seulement, mais il a des citoyens iraniennes qui sont aux mains de l'Iran. Vous avez rappelé très justement cette américaine qui a été prise en otage à Bagdad par une milice particulièrement criminelle. Et puis, ce pilote qui risque lui aussi d'être pris et instrumentalisé par la République. Alors justement, on ne connaît pas le sort de ce second pilote. Je rappelle que les opérations de sauvetage américaines sont en cours au moment où nous parlons. Donald Trump se tait, il n'a pas écrit ni diffusé quoi que ce soit sur le réseau Truth Social à ce propos. Il n'a pas officiellement dit quoi que ce soit. En revanche, on se rend bien compte qu'il a envie de parler, puisque évidemment la pression des journalistes est forte. Les journalistes lui téléphonent, il répond à certains, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, il vient de dire quelques mots à The Independent. Et voici ce que Donald Trump a dit concernant la possibilité que ce pilote américain soit blessé ou disparu ou aux mains des Iraniens. Je cite Donald Trump: « Nous espérons que cela n'arrivera pas ». Et il s'est refusé à tout autre commentaire, Samantha. Oui, il s'est retenu. Je voudrais juste revenir à ces images qu'on voit de la République islamique d'Iran. Imaginez-vous une seconde ce qui arrivera si ce pilote est retrouvé et paradé à la télévision. Et Irina a quand même dit une chose que je trouve très juste en disant que ceci pourrait changer le cours de la guerre. Oui. Parce que là, c'est peut-être ce qu'on appelle en anglais un reality check, où la réalité vient lui donner une baffe, si vous voulez. C'est que quand il se rend compte que la guerre, par exemple, là, voilà, on parle d'un pilote qui est perdu dans une mission de bombardement, on peut imaginer. Un pilote, la presse américaine dit très bien, c'est un airman, il ne précise pas si c'est le pilote ou si c'est la personne qui était en charge des bombardements. C'est le pilote du Warthog qui a éjecté. De l'A-10. Qui est de l'A-10, voilà, qui a été éjecté. Mais peut-être que pour Donald Trump, il se rend compte à quel point une mission terrestre ou une mission pour aller chercher les 450 serait particulièrement dangereuse. Peut-être que ça va le faire réfléchir, c'est ce que vous nous dites. Peut-être que ça va le faire réfléchir, ou bien peut-être qu'au contraire, et là je rejoins entièrement ce qui a été dit, peut-être qu'il va complètement péter un câble et les renvoyer, comme il dit, à l'âge de la pierre, en sachant qu'il a beaucoup de moyens à sa disposition pour le faire, et que de nombreux commentateurs disent que des moyens les plus extrêmes sont sur la table en train d'être discutés.
Oui, et puis encore une fois, effectivement, ça incarne la guerre pour les Américains, hein, pas simplement pour Donald Trump. Hein, c'est-à-dire que maintenant, vous avez des visages. Alors déjà, les soldats qui sont morts, hein, qui sont leurs corps qui sont revenus aux États-Unis, mais là, vous avez les 13 soldats. Oui, les 13 soldats qui sont déjà morts, mais là, vous avez quelqu'un qui est en danger, un homme véritablement, et ça peut changer aussi un peu les perceptions. C'est-à-dire que là, même dans l'opinion publique où on se dit, on n'était pas forcément très chaud pour cette guerre, on se dit bon. Ok, on ne soutient pas cette guerre, mais maintenant, il faut y aller. Il faut sauver notre soldat, et il faut mettre tous les moyens pour ça. Et puis deux, maintenant, peut-être que cette guerre, on la voulait pas, mais maintenant, elle est engagée, il faut la gagner. Alors, Donald Trump, effectivement, c'est sans doute un moment où il est en train de réaliser, effectivement, la difficulté de la guerre. Et il y a 2 jours, vous vous en souvenez, ça nous paraît loin, il faisait une allocution très solennel pour expliquer aux Américains il n'avait rien dit de nouveau, bien sûr, mais il avait évoqué cette possibilité de ramener les Iraniens à l'âge de pierre. Eh bien, aujourd'hui, qui est un jour qui marque le fait que les Iraniens ont abattu 2 avions américains et que le sort d'un des pilotes est toujours inconnu de nous tous, les Iraniens, bien sûr, rétorquent, s'en donnent même, je dirais, à cœur joie. Et certaines représentations diplomatiques de la République islamique d'Iran à l'étranger, sur leur compte Twitter officiel, c'est un festival, si je puis dire. Donc, par exemple, l'ambassade de la République islamique d'Iran en Afrique du Sud, qui est très prolixe. Voici ce qu'elle a dit justement en réponse à Donald Trump hier. L'âge de pierre, à une époque où vous viviez encore dans des grottes à la recherche du feu, nous étions en train de graver les droits humains sur le cylindre de Cyrus. C'est parfaitement vrai. Et il faut, dans cette formule utilisée par Donald Trump, non seulement il dit, il faut dire précisément, à l'âge de pierre, d'où il venait. Si un homme politique français utilisait cette formule sur un plateau de télévision aujourd'hui, il serait accusé de tous les côtés de propos racistes. Les propos que tiennent Donald Trump sont non seulement absolument aberrants d'un point de vue historique, de la part d'un type qui dit lui-même qu'il n'a lu qu'un seul livre, c'est le sien, dont on n'est même pas sûr qu'il l'ait écrit. Il a dit ça, qu'il a lu qu'un seul livre. Oui, non, mais je veux dire, il faut quand même. Je préfère pas savoir. Il y a une guerre en cours, mais on n'est pas une guerre en cours. Et d'abord, je parle sous le contrôle du colonel Goya. Je pense que la plupart des grands chefs militaires disent souvent qu'il ne faut jamais sous-estimer ses ennemis. Alors cette manière de prendre les gens pour des abrutis sur la planète entière en dehors de lui-même est quand même particulièrement délirante. En plus, en accusant, et là je ne parle pas de la République islamique d'Iran, mais des Iraniens, d'un peuple qui a 5000 ans d'histoire, qui a inventé nombre de choses, effectivement une partie du droit qu'on utilise aujourd'hui, de système d'écriture, de système de pensée, le jeu d'échecs, c'est quand même... Voilà, non mais je partage là avec vous parce que effectivement c'est important pour comprendre la détermination de la République islamique d'Iran et la culture millénaire qu'elle représente. Bien évidemment, la République islamique d'Iran, sa représentation en Afrique du Sud, a continué son tweet par ces mots-ci. Je les cite. Nous avons survécu à la tempête d'Alexandre et aux invasions mongoles, et nous sommes restés parce que l'Iran n'est pas seulement un pays, c'est une civilisation. Sophia Mara. Bon, là, franchement, je m'excuse, pardon, je m'excuse, mais que ce soit les propos des Iraniens ou les propos des Américains, franchement, il y a eu des cultures dans le monde et à travers l'histoire qui ont connu des pics et qui se sont effondrés. Bien Tout sûr. cela, pour moi, c'est du pipeau. D'accord. Quid de la civilisation égyptienne? Quid de la civilisation sumérienne, qui est encore plus ancienne que la Perse, et qui est juste l'Irak. Non, mais là, effectivement, alors à ce jeu-là, on peut aller très loin dans les comparaisons. C'est du pipeau. Oui. Et en réalité, oui, on peut avoir été une grande civilisation, comme la civilisation perse, et se retrouver avec un pouvoir qui accroche les jeunes filles sur des grues et qui tue les femmes après avoir été apportées par ce peuple qui a réalisé ensuite que ça n'allait pas et qui aujourd'hui veut s'en débarrasser et qui a payé très cher le prix de cette tentative de se libérer. Donc convoquer l'histoire
pour se donner raison dans une guerre. Les deux ont tort finalement. Mais je crois que le propos n'est pas de dire oui, ils avaient cette grande civilisation, parce qu'il y a une autre ambassade, je crois que c'était en Thaïlande, qui a tweeté la carte de l'Empire perse sous Darius, qui allait de l'Anatolie, des Balkans, jusqu'à englober tout l'Irak actuel. La question n'est pas de dire ah oui, c'est une civilisation magnifique, c'est de montrer à quel point ils utilisent ça dans leur propagande, parce que ce qu'on a vu dans cette guerre, qui est absolument incroyable, c'est que l'outil de propagande qui sont en train de sortir dépasse, en tout cas, tout ce qu'on a vu sortir de la Russie, rivalise même avec les Ukrainiens dans leur inventivité, dans leur façon de trouver exactement la façon de nous accrocher. Ils sont en train de gagner cette guerre informationnelle. Qui parle aujourd'hui des filles qui sont pendues, de ce jeune homme qui a été pendu, je crois hier, dont des images atroces de sa mère en train de pleurer circulent sur les réseaux sociaux. Vous parlez des 30 000 morts du mois de janvier. Des 30 000 morts du mois de janvier. Aujourd'hui, c'est un peu ce peuple héroïque qui se bat contre les États-Unis, qui se soulève, qui ne veut pas être soumis, parce qu'ils ont une com. Mais regardez leur porte-parole. Ils ont choisi un très bel homme qui parle 4 ou 5 langues, qui parle couramment hébreu, qui a un diplôme en philosophie occidentale, qui est le porte-parole de l'armée iranienne. Et ils se moquent. Il se moque de Caroline Levitt, la porte-parole de la Maison. Mais tout ça, c'est la preuve qu'il y a évidemment différentes guerres simultanément, et notamment la guerre de la communication, qui fait partie aujourd'hui intrinsèquement de la guerre militaire. Maîtrisée, et il faut faire attention de ne pas tomber dans le panneau. Mais ce qui est effarant, c'est que, vu d'ici, puisque les Iraniens ont fait du mal en Occident, ils ont commis des attentats en Occident. Même si l'Amérique a décrété que l'Iran était son ennemi pour des raisons qui sont plus ou moins valables, Israël pour des raisons beaucoup plus valables, puisqu'il y a eu des menaces de la part de cette région. Mais aujourd'hui, ça, c'est quand même affolant de voir qu'ils parlent exactement comme il faut aux Occidentaux, alors que les autres ont l'air d'amateurs. Enfin, ce qui est affolant, c'est qu'on soit encore en train de s'en étonner, parce qu'on est toujours avec cette facilité, cette tendance à sous-estimer, c'est ça, et à un peu mépriser celui qui est notre ennemi, à penser qu'il n'est pas aussi apte que nous-mêmes à communiquer. Alors que je vous finirai d'une phrase. Vous avez entendu effectivement ce porte-parole qui, avec un sourire et très calmement, dit écoutez, voilà la preuve que ce qu'a dit Donald Trump est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il maîtrise le ciel iranien. Et bien voilà, il y a 2 avions qui se sont écrasés. Alors, je ne sais pas si Trump entend ça. Et si, deuxième question, s'il réalise à quel point, au vu d'une telle déclaration aussi cynique, combien il est ridicule. Et ces deux questions n'ont pas de réponse. Et c'est ça, je pense, ce qui est encore plus grave que cette guerre. Et en plus, ils se moquent de lui en lui parlant en anglais et en disant thank you for our attention. Chacun, écoutez, les Israéliens parlent en arabe, au public arabe, les Iraniens parlent en anglais, effectivement, on vit dans un monde globalisé. Mais revenons un instant au concret, au réel. Ce sont ces images que vous voyez ce sont des images de propagande, mais elles ont existé il y a quelques heures dans les rues de Téhéran, avec cette joie qui animait ceux qui étaient là, bien évidemment, et qui sont montrés à la télévision d'État à l'annonce de cet avion américain abattu. Mais il y a eu aussi autre chose à la télévision d'État, c'est cette speakerine de la télévision de la République islamique d'Iran qui annonce la possibilité d'une récompense pour toutes celles et ceux qui aideront à des informations sur le pilote. Chers compatriotes, si vous capturez le ou les pilotes ennemis et les remettez vivants aux forces de l'ordre et aux forces armées, vous recevrez une généreuse prime et une récompense de grande valeur. Oui. Mesdames Bassis, donc ça c'est effectivement la récompense on s'attendait bien. Il y a le gouverneur de province dans laquelle cet avion a été abattu, également a parlé de 10 milliards de tomates. C'est là qu'on voit l'inflation en Iran, parce que ça fait $30 000 de récompense. D'abord, en tout cas, au moment où les 2 annonces étaient faites, c'était déjà un moment un peu rassurant pour les Américains, parce que ça veut dire qu'il n'était pas encore capturé. Et peut-être
On aurait pu s'attendre qu'à un certain moment, justement, la télé va annoncer, voilà, il y a un bonhomme qui va recevoir la récompense parce qu'il y avait des informations, parce qu'il était capturé. Donc peut-être, on peut espérer que ce n'est pas encore le cas. Il n'est pas encore dans les mains des Iraniens. Après, il y a sûrement aussi la volonté d'un petit peu mimiquer cette, je ne sais pas si on peut dire une tradition américaine, mais c'est qu'on a vu dans beaucoup de westerns avec les wanted et la récompense qu'il y a. Et il y a aussi la question qui se pose. Est-ce que les gouvernements iraniens pensent vraiment qu'il y aura quelqu'un qui aura des informations sur ce bonhomme et qui ne va pas divulguer ça de façon quasiment automatique, qu'il faut les inciter avec une récompense? Ça aussi, c'est une question qui se pose. Oui, Sophia? Oui, mais c'est ce qu'on disait sur les Ahwaz, par exemple. Qui oserait ne pas dénoncer et ne pas remettre un pilote américain, parce que quand même ça se voit, un pilote américain en Iran, il n'empêche que ça fait aussi partie de la com de la République islamique, parce que de toute manière, il y a de fortes chances ou risques, ça dépend dans quel camp on se place pour qu'il soit remis aux autorités, s'il est vivant. Bon, nous avons peu d'images qui nous viennent de la République islamique d'Iran. Il y a les images que vous voyez, il y a les tweets avec les ambassades, les représentations consulaires à l'étranger qui s'en donnent à cœur joie, si je puis dire, parce que c'est aujourd'hui un moment qui peut effectivement être le tournant dans la guerre, avec l'annonce de ces 2 avions qui ont été touchés et abattus par l'armée iranienne, et cette perplexité que cela provoque côté occidental et côté américain. Il n'y a d'ailleurs aucune réaction autre que des réactions américaines, même si elles sont encore très timides ce soir. Il y a encore une autre représentation de la République islamique d'Iran, en Afghanistan cette fois, qui a produit, regardez bien, cette petite vidéo avec des Legos. On regarde, on écoute. Alors c'est Lego. Bon, Samantha, oui, comment vous réagissez à ce... Donc c'est évidemment le pilote américain qui court avec son parachute derrière et les Iraniens derrière lui. C'est une réponse rapide, c'est réaction. Ça a été très rapide aujourd'hui, oui. Mais sur ces Legos, justement, le magazine américain The New Yorker a trouvé l'équipe qui produit ces vidéos de Lego. Alors c'est pas l'ambassade. L'équipe iranienne. L'équipe iranienne. Ils ne travaillent pas pour l'État. C'est une équipe indépendante de jeunes geeks qui ont commencé à s'amuser à faire ça il y a à peu près un an. Oui, parce que c'est pas la première vidéo de Lego que nous avons. Et là, c'est en train de prendre une ampleur absolument extraordinaire. D'abord, ce n'était que en persan. C'était dirigé vers un public persan. Ils ont commencé récemment à faire des vidéos en anglais avec une musique un peu rap, un peu occidentale, mais ils sont indépendants du gouvernement. C'est ça qui est étonnant. Alors, et ils décrivent toute la façon dont ils produisent ces vidéos. Ça se fait très vite. Ça se fait très vite grâce à l'intelligence artificielle. Et puis maintenant, ils ont des logiciels qui sont relativement rodés. Moi, ce que je trouve intéressant, et je n'ai pas la réponse, c'est pourquoi ils ont choisi Playmobil, qui est quand même une boîte d'origine allemande, qui est associée au Lego danois. Mais ce ne sont pas des jouets américains, mais qui sont quand même très populaires aux États-Unis et très symboliques de tout ce qui pourrait être une culture occidentale. Non, mais vous avez raison, ce sont des Playmobil. Ils sont très forts. Ça ressemble, oui, bien sûr. Mais en tout cas, écoutez, il y a un débat sur le plateau, Playmobil ou Lego. Pour aller dans votre sens. En tout cas, pour les Iraniens qui produisent ce genre de vidéos, Sophia, c'est la représentation ultime de la culture occidentale. Mais voilà, ils s'adressent aux Occidentaux. Ces vidéos sont à destination des Occidentaux. Donc ils représentent ça sous des petites poupées ou des jouets qui sont très populaires chez nous, mais dont ils ont évité de prendre un jouet américain. Je pense que ça, ça doit peut-être être la raison. En tout cas, ce qui, moi, m'interpelle et que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il y a déjà plus d'une décennie que j'ai enquêté sur la puissance de la production audiovisuelle iranienne pour faire à des buts de propagande, mais également pour former ces proxys. C'est-à-dire que vous avez des écoles, vous avez des centres d'entraînement au Liban, où les proxys iraniens, c'est-à-dire comme les Houthis, le Hezbollah un peu moins parce que les Libanais sont très très bons, qu'ils les forment à de la propagande. Et ça, c'était fait par les Iraniens
dans la banlieue sud de Beyrouth, où il recevait des proxys et pour les former à ce genre de vidéos de propagande, sachant qu'ils avaient plusieurs chaînes de radio où il formait également des journalistes, mais des journalistes, des propagandistes en réalité, houthis ou irakiens, en plein cœur de Beyrouth, enfin dans la banlieue sud. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Ils ont une expertise. Même si ces jeunes ne sont pas liés aux autorités iraniennes, il y a chez les Iraniens une expertise depuis plus de 10 ans dans le domaine, aujourd'hui de l'IA, mais avant ça, de la propagande, dans plusieurs langues. Vous rentrez dans les sites sur X aujourd'hui, sur Twitter, ex-Twitter, X aujourd'hui, vous avez l'Iran avec l'accent irakien. Donc les gens qui sont en Irak, qui ne savent pas lire. Donc il y a toutes les nuances. Il y a tout. Ouais, on peut tout trouver. Tout comme Sahel, Sahel en arabe. Bien sûr. C'est une armée aussi. en Perse, bien évidemment. Le Mossad a son compte. Mais là, le Mossad a son compte en langue farsi. Exactement. Mais là, vous êtes avec un pays dont nous avons la vision qu'il est à l'ancienne ou qu'il est moyen. Je crois qu'il faut arrêter avec cette vision. Donc, moi, je ne l'ai pas, mais enfin, c'est ça qu'il faut savoir. Oui. Pour moi, cette vidéo, je trouve qu'il n'est pas trop réussi comme outil de communication parce que certes, ça moque entre guillemets du pilote américain qui court, mais franchement, ça moque aussi un peu les Iraniens. Quand on regarde les Iraniens qui sont en train de courir, ils sont pas habillés en militaire, des petits bonhommes. On dirait des Kurdes. Je suis pas tout à fait sûre que que ça sert. Mais il y en a de très durs. Il y en a mais celle-là, je trouve pas. Celle-là, elle est ratée. Mais il y en a qui sont vraiment durs. Vous voyez les petites filles d'Epstein, vous voyez les petites filles de l'école, celles-là, elles sont bien mortes. Donc ce même groupe de jeunes dont nous parlait Samantha, effectivement, a produit un certain nombre de vidéos. Celle-là, c'est la plus récente en date et ce que l'on constate, c'est la rapidité à laquelle elle a été conçue. Les Américains non plus. Oui. Attention à pas humilier les Américains, vous dites, Michel ? Ouais, double tranchant. C'est-à-dire, revenons. Parce que ça peut énerver les Américains finalement. Oui, et Donald Trump sans doute est passablement exaspéré par ce qui se passe. Voilà, et qu'au bout d'un moment, aujourd'hui, ces gens-là, on va leur mettre une raclée. Oui. Finalement. C'est-à-dire que Donald Trump, dont on pouvait dire la guerre, on la voulait peut-être pas, qui se posait des questions, et puis ne s'en posera plus. Voilà, alors, revenons à des réactions peut-être un peu plus sérieuses côté iranien, en tout cas des réactions officielles et non pas en forme de vidéo. C'est sur X, bien évidemment, puisque tout se passe sur X, ce que dit le président du Parlement, dont on parle beaucoup, cette personnalité iranienne, Mohammad Ghalibaf, qui lui aussi fait de l'humour à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je le cite: cette brillante guerre sans stratégie qu'ils ont commencé, donc les Américains, a maintenant été rétrogradé à changement de régime, entre guillemets. De changement de régime à... Et est-ce que quelqu'un peut retrouver nos pilotes, s'il vous plaît? Waouh, quel progrès incroyable, ajoute-t-il. Des génies absolus. Voilà ce qu'a dit le président du Parlement iranien tout à l'heure, Lucas. Qui est un des hommes très puissants aujourd'hui du système, hein, dans ceux qui restent, dans ceux qui n'ont pas été tués dans des frappes ou des américaines ou israéliennes. Ça fait partie des hommes les plus puissants du système de la République islamique. C'est aussi, semble-t-il, et d'après plusieurs médias israéliens, l'un, et notamment celui pour lequel vous travaillez, Rina, Al Monitor, des journalistes israéliens travaillant pour Al Monitor, un des interlocuteurs qui serait privilégié par la Maison-Blanche. C'est-à-dire qu'il faut bien trouver quelqu'un avec qui discuter. À un moment, Trump, d'ailleurs, on l'a souligné tout à l'heure, mais parle de négociations. Donc pour lui, il y a des négociations en cours. On ne sait pas exactement avec qui. Il y a eu la piste pakistanaise qui a été évoquée, qui a été refermée visiblement aujourd'hui, les pakistanaises plus chinoises, mais en tout cas des intermédiaires qui parlent aux Iraniens et qui parlent aussi aux Américains. Les Pakistanais à Islamabad ont vraisemblablement pendant quelques jours tenté de jouer ce rôle-là. Mais Ghalibaf, le président du Parlement, est un des interlocuteurs que Donald Trump pourrait considérer comme moins dramatique que les précédents. Donc la réponse que fait aujourd'hui Ghalibaf sur ce que vous venez de lire est aussi un message adressé très clairement en disant maintenant on discute.
Non, mais maintenant on discute. Vous avez bien raison de dire ça, Lucas Manger, parce que Donald Trump, dont nous soulignons le silence aujourd'hui, silence sans aucun doute dû au fait que l'opération est en cours, l'opération de sauvetage du second pilote est en cours, donc décemment Donald Trump ne peut pas commenter ce qui est en train de se passer, mais justement les seuls mots qu'il a dit sont ceux-là. Il a parlé au téléphone à NBC, il a parlé à The Independent. Aujourd'hui, il refuse de commenter ce qui se passe, ce que nous commentons, parce que évidemment nous devons de le commenter. Les images sont fortes, les informations sont fortes. Un pilote a été sauvé, secouru, l'autre n'est pas encore retrouvé. Mais Donald Trump dit que ce qui s'est passé aujourd'hui n'affectera pas les négociations en cours. Donc ça veut dire, Samantha de Mendern, que Donald Trump continue sur cette lancée, sur ce bras de fer, et c'est un langage que comprend le président du Parlement, puisque nous venons de le voir dans son tweet. Tout cela, c'est une pression militaire pour aboutir éventuellement à des négociations diplomatiques. Oui, alors il y a des discussions en cours. Même le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a dit à CNN il y a 48 heures qu'il est en contact direct avec Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump pour toutes les guerres du monde entier. Donc, clairement... Spécialiste dans toutes les guerres, oui. Spécialiste dans toutes les régions du monde. Voilà. Donc, il y a des discussions qui ont lieu. Araghchi a bien dit que ce ne sont pas des négociations, parce qu'il ne fallait surtout pas dire qu'ils sont en négociation aux États-Unis. Mais visiblement, des discussions ont lieu. Lucas a mentionné le Pakistan. Il y a très très longtemps, même avant le début de la guerre, c'était l'Oman. On parle de la Chine, mais il y a aussi une autre musique qui sort de l'Iran, qui consiste à dire « Nous ne croyons pas à cette tentative de négociation, parce que ce n'est qu'une façon pour les Américains de gagner du temps pour lancer une éventuelle opération terrestre. » Donc il y a beaucoup de bruit. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais à part les quelques bribes qui sont lâchées par-ci et par-là, les Iraniens disent avoir rejeté une proposition de cessez-le-feu de 48 heures. Donc, mais il y a beaucoup de faux des deux côtés, malheureusement, qui sont en train de... c'est vraiment le brouillard de la guerre. Et pour moi, la seule chose qui me donne un peu l'espoir que des discussions sont en train d'avoir lieu, c'est ce qu'a dit Araghchi sur ces discussions avec Witkoff. Si on peut avoir des doutes sur les capacités de négociation de Witkoff. Nous retournons à Washington, où se trouve en direct Sonia Dridi. Sonia, nous avons la chance de vous avoir avec nous. Vous êtes encore devant la Maison Blanche. Alors, Donald Trump, on le sait, a construit bien sûr son image sur la force et la dissuasion. C'est la raison pour laquelle il fait cette guerre. Il a menacé encore récemment de frapper les infrastructures énergétiques en Iran si aucun accord n'était trouvé. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, Sonia, c'est-à-dire la perte de 2 de ses appareils, il y a un pilote sauvé, un autre qui est encore, on ne sait pas où. Eh bien, est-ce que Donald Trump est en train de jouer sa crédibilité politique et le tour que va prendre finalement son second mandat ? Oui, c'est un coup dur pour l'administration et plus personnellement pour Donald Trump. C'est la première fois depuis le début de cette guerre que un avion américain a été, le F-15 a été touché par des tirs ennemis. Et plus généralement, on sent un Donald Trump qui prend de plus en plus conscience de la réaction de l'opinion publique américaine. On a l'impression qu'il a été poussé cette semaine à faire cette allocution à la nation. On entend notamment que sa chef de cabinet, Suzy Wiles, a demandé à ses conseillers d'être plus francs avec lui parce que, selon certains médias américains, ses conseillers lui parlaient lui faisaient surtout des remontées positives. On sait aussi que tous les jours, Donald Trump voit un montage de 2 minutes qui est monté par l'armée américaine, donc un montage des frappes. Et donc, jusqu'à présent, on le sentait très confiant. Il n'a cessé d'être triomphant, de parler des victoires américaines. Mais là, c'est un coup dur, notamment parce que le sort du second membre d'équipage n'est toujours pas connu. On vient d'apprendre que le comité des forces armées du Congrès a été informé tout à l'heure par le Pentagone que le sort de ce second membre d'équipage du F-15 n'était pas connu. Donc, a priori, on n'a pas beaucoup plus d'informations à ce niveau-là. Excusez-moi de vous couper, Sonia. Vous disiez à l'instant, effectivement, parce qu'on en avait parlé sur ce plateau, bien sûr, sur LCI, le fait que Donald Trump, depuis le début,
début de cette guerre, est briefé quotidiennement par des montages vidéo qui ne doivent pas être très longs parce que personne n'est sûr qu'il lit les rapports écrits. Donc depuis le début, c'était plutôt des montages. Et ça serait une tendance dont maintenant certains dans l'entourage de Donald Trump voient les limites, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et on sent depuis le début de cette intervention en Iran, de cette guerre, que sa chef de cabinet notamment est très frileuse, tout comme le vice-président J.D. Vance. Et donc c'est pour ça que c'était très intéressant d'avoir ces informations du Time qui confirmaient que sa chef de cabinet a demandé à ses conseillers d'être beaucoup plus francs. On sait aussi que Donald Trump, lorsqu'il reçoit le briefing des services de renseignement en général, il aime que les choses soient plutôt courtes, visuelles, avec des graphiques. D'habitude, il n'en reçoit pas beaucoup en personne. Et là, on a vu depuis le début de la guerre également qu'il avait plus de briefings en personne des services de renseignement. En tout cas, on sent un tournant, que Donald Trump est davantage conscient des limites de cette guerre. On dit aussi, et ça a été rapporté également par des médias américains, que son secrétaire à la défense, Pete Hegseth, a été surpris de la réponse de l'Iran et notamment de la réponse régionale. Oui, mais Sonia, est-ce que Donald Trump, dont on comprend pourquoi il est silencieux jusqu'à présent, bien évidemment, puisque l'opération sauvetage est en cours, est-ce que vous pensez, selon vos informations et selon les us et coutumes de la Maison-Blanche, que Donald Trump, au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui et qui pourrait représenter quand même un tournant dans cette guerre, va être amené à parler? Est-ce qu'il va prendre la parole pour commenter, expliquer ce qui se sera passé? Oui, alors c'est une information, merci de me poser cette question, que je voulais ajouter. Il ne devrait pas prendre la parole d'ici avant demain matin parce que les journalistes du pool qui le suivent ont reçu un lead. C'est une indication qu'ils peuvent quitter la Maison-Blanche et que donc, a priori, Donald Trump ne prendra pas la parole avant demain, sauf parfois il y a des cas d'urgence où les journalistes du pool sont rappelés à la Maison-Blanche, mais pour l'instant, Donald Trump se trouve toujours dans l'aile ouest. Il est toujours entouré de son conseil de sécurité, mais a priori, pas de prise de parole publique, en tout cas avant demain. On comprend que c'est un moment compliqué, qu'il attend de voir ce qui se passe, parce qu'il a même dit aux journalistes de NBC qu'il était frustré de voir des détails sur les opérations de secours en cours dans les médias américains. Et puis c'est voilà, un Donald Trump qui devait aussi partir au départ, au début de la semaine, on a vu son planning, il devait partir ce soir en Floride. On a eu l'information déjà hier qu'il n'allait plus partir, et donc là il se concentre sur ces opérations de sauvetage en cours. Merci Sonia Dridi, merci d'avoir été avec nous en direct toute cette soirée depuis Washington. Vos informations sont précieuses. Rina Bassiste. Oui, mais comme Sonia a dit, il y avait énormément de rumeurs en fait depuis le début de cette guerre, à tel point il était vraiment au courant, le président américain, de tous les détails des opérations. Est-ce que ses conseillers, peut-être ils avaient peur de donner tous les détails? Est-ce que les conseillers pensent qu'il n'a pas la patience d'écouter tous les détails? Est-ce qu'il essaie de présenter une autre réalité que celle qui est sur le terrain? Là, on a une situation qui est très simple, terrible, mais très simple. On ne peut pas la contourner, on ne peut pas la présenter d'une autre façon. Il y a un pilote américain sur le terrain, sur le territoire de la République iranienne. On ne peut pas le présenter d'une autre façon. Soit il est dans les mains des Iraniens, soit il est en train d'être récupéré. On ne peut pas inventer d'autres trucs, on ne peut pas les contourner, on ne peut pas les présenter avec d'autres détails ou de façon simpliciste. Et je crois que pour le peuple américain, comme c'est pour les Israéliens, comme c'est sûrement aussi pour les Français et pour tous les autres pays occidentaux, ces pilotes, c'est le fils de tout le monde. Et tout le monde ressent la même chose. C'est un de chez nous, c'est notre fils, c'est notre frère, c'est notre père. Il faut les sauver. Il n'a pas d'autres options que livrer la vérité au peuple américain dès qu'il sache quelle est l'issue. Quelle que soit l'issue, effectivement, vous avez raison, Rina, le président Trump va devoir donner des explications aux Américains. Mais Michel Goya, vous évoquiez cette possibilité tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, si le pilote était capturé, vivant, et s'il était donc par la suite, bien évidemment, exhibé
par la République islamique d'Iran, parce que c'est ce qui se passe dans ces cas-là, c'est ce qui s'est toujours passé. Un pilote ennemi capturé vivant a toujours été exhibé. Cela pourrait éventuellement provoquer de la part de Donald Trump, de la part des Américains, une escalade militaire massive. Effectivement, est-ce que justement ce que Donald Trump, vous le disiez à l'instant, enfin on peut poser la question, rechignait à faire, hésitait à faire, c'est-à-dire une possible invasion au sol, dans les îles, de façon très rapide, etc. Est-ce que là, ça ne serait pas la raison pour Donald Trump de le faire ? Alors, cet événement aura forcément des conséquences. En les tournant, ça va changer certainement le cours de la guerre, en fonction souvent de son dénouement. Si on trouve, par exemple, ce pilote est mort, a été tué, il est peut-être tombé, il était peut-être blessé, il sera peut-être tué par les miliciens iraniens ou les pasdaran, là, ça suscitera certainement beaucoup de colère. Et donc, il y aura certainement un discours de... ça sera dévastateur. Mais il y aura sûrement un discours de vengeance, très, très certainement, y compris de l'opinion. Un discours ou des actes ? Les deux. Mais avec cette idée que ça ira pas forcément dans le bon sens, ça ira plutôt dans le sens de ramener l'Iran dans l'âge de la pierre, ce qui est une immense connerie, verbale et dans les faits, certainement. Mais ça peut être ça. Ça peut être, s'il est effectivement capturé et humilié devant tout le monde, là, ça peut effectivement énerver profondément les Américains. Bien sûr. Si inversement, il est sauvé. Et là, d'un seul coup, vous avez un événement, vous avez une victoire. Finalement, au bout du compte, les Américains savent très bien transformer ce qui au départ est un échec en grande victoire de l'héroïsme de ce pilote, ce navigateur, mais surtout des gens qui sont allés le chercher quand même sous le feu et qui ont pris d'énormes risques pour aller le récupérer. Donc, ça sera une grande victoire et ça peut changer là aussi les perceptions. Moi, je me souviens par exemple de l'opération La Grenade en 1983. Donc, ça remonte, opération très contestée, qui s'était pas forcément bien passé, et puis à la fin on voit arriver des gens qui étaient pris en otage d'ailleurs, qui étaient à la Grenade, qui arrivent sur le tarmac aux États-Unis, et on voit des enfants qui viennent dans les bras de leurs parents qui viennent d'être libérés, et c'est des images qui ont fait le tour du monde, et là d'un seul coup on se dit waouh, super, bravo Ronald Reagan pour ce que tu as fait. Et donc oui, ça peut, ce qui va se passer dans les heures qui viennent, probablement cette nuit, demain, grand maximum après-demain, ça va changer certainement le cours de la guerre, incontestablement. Oui, parce que s'il y a un échec, Xavier Titelman, de cette fameuse Combat Search and Rescue, comme disent les Américains, l'autorité morale de Donald Trump, bien sûr, c'est-à-dire sa capacité à dicter ses conditions, soit aux alliés, soit aux ennemis, elle sera entamée. Alors ça dépend encore une fois, si ce pilote ou ce navigateur est décédé malheureusement, dans ce cas-là, presque on passe à autre chose. Trump passera à autre chose. Si il est passera à autre chose, avant de passer à autre chose, il va devoir trouver les mots pour en parler à l'opinion publique américaine, et ça aura des conséquences énormes. Encore pire pour lui, c'est si ce pilote est capturé, mis en évidence, montré à la télé, exhibé. Et qu'on commence à faire des négociations. On rouvre le détroit du Dormouz pendant 6 heures si vous nous le libérez, etc. Des choses. C'est-à-dire devient une monnaie d'échange. Et je pense que politiquement, c'est encore pire pour Trump s'il est capturé que s'il était décédé. Oui. Sophia Mara. Juste un mot, j'ai quand même oublié une hypothèse. C'est l'hypothèse Somalie, c'est-à-dire Mogadiscio. C'est-à-dire que. Alors, racontez-nous. On le parlait tout à l'heure de cette opération, de la chute du Faucon Noir en octobre 1993, qui se termine par un fiasco, et on voit des images de soldats américains traînés par la foule. Oui, là, on est dans le comble de l'humiliation. Oui, mais ça aboutit à cette idée que, finalement, cette opération nous coûte très cher, et finalement ça vaut pas le coup, et on laisse tomber. Et Bill Clinton, dans la foulée, laisse tomber cette opération. Voilà. Mais inversement, en Irak, 2020, à Fallujah, 2003, vous avez Fallujah. Mais au tout début de la bataille de Fallujah, la première en avril 2003, vous avez c'est des contracteurs de la société privée Blackwater qui sont capturés, qui sont tués, qui sont pendus au pont. Ça suscite j'y étais, je les ai vus, je me souviens très bien. Ça suscite la fureur des Américains, au contraire, et donc ça change, là aussi, ça change complètement le cours de la guerre. Oui, mais Sophia Mara, il y a aussi la possibilité
possibilité que d'une escalade militaire massive, enfin du choix d'une escalade militaire massive après les conséquences de ce qui est en train de se nouer en ce moment même de la part de Donald Trump, mais il y a aussi la possibilité que Donald Trump concède un dialogue avec les Iraniens, justement, une négociation qui serait plus du tout celle dont il nous parle depuis le début de la guerre, mais qui contredirait complètement sa rhétorique et qui serait une négociation tout à fait humiliante. Oui, moi je ne crois pas. Si jamais il trouve ce pilote, je ne crois pas du tout qu'on sera dans le scénario de Mogadiscio ou de l'horreur. Si jamais les Iraniens trouvent ce pilote. Si les Iraniens, si les passedarans, si les autorités iraniennes retrouvent ce pilote, on ne sera pas dans un. Je pense qu'on ne sera pas dans un scénario. Il est trop précieux pour eux. Et puis c'est pas le genre. Donc il servirait de monnaie d'échange. Ont d'autres moyens de faire souffrir et d'obtenir ce qu'ils veulent en exerçant leur terreur ou leur terrorisme. Mais ce serait de toute façon une humiliation pour Donald Trump de devoir négocier dans ces conditions. L'humiliation, à mon avis, elle a déjà commencé. Oui. En ce sens, aujourd'hui, que Trump, pour la première fois, il ne va pas s'entendre parler, mais il va peut-être commencer à entendre parler ses conseillers, parce qu'il est face à une situation terrible, plus terrible encore que s'il y avait des morts, parce que les morts sont morts. Par contre, un homme vivant entre les mains des ennemis, ça c'est ennuyeux. Et aujourd'hui, ce soir, d'ailleurs pour une fois, il ne va pas jouer au golf, il ne va pas aller à Mar-a-Lago, il va rester à travailler longtemps au lieu d'aller jouer au golf, ce qui coûte très cher aux contribuables américains, selon une enquête de la presse américaine, et il va se dire, ah oui, d'accord, il y a des morts, mais il y a aussi des Américains qu'on peut utiliser pour m'humilier. Après, et ce sera ma dernière phrase, quand on fait la guerre, c'est un des risques. Et puis, l'ego, finalement, de Donald Trump, c'est pas la chose la plus importante au monde. Il y a des milliers de morts aujourd'hui à cause de cette guerre qu'il a provoquée sans comprendre, en regardant des vidéos de 2 minutes, et peut-être qu'aujourd'hui, il va commencer à réfléchir et peut-être arriver à une solution qui sera là encore pas la meilleure parce que s'il va à des négociations, c'est une mauvaise nouvelle pour qui ? Pour le peuple iranien. Oui, ça m'entend. Mais sur le tournant que ça peut être pour Trump, il y a quelques jours, son chef de cabinet, Susie Wiles, a même dit publiquement le temps est arrivé pour que l'on parle et que l'on dise la vérité à Donald Trump et qu'on arrête de filtrer les informations qui lui parlent. Oui, il est grand temps, oui, effectivement. Et donc là, visiblement, les informations vont pas trop. Si ça se passe comme avec Poutine, vraiment, on ne comprend pas. Autour de lui ce soir, c'est l'après-midi, ce soir, aux États-Unis aussi. Et donc, oui, ça risque d'être un réveil brutal pour lui sur les réalités de ce qu'il appelle lui-même aujourd'hui une guerre. Oui. Il ne faut pas oublier l'importance aux États-Unis des vétérans. Michel faisait référence à des moments très, très historiques et symboliques de l'histoire militaire américaine, Fallujah, Black Hawk Down, à Mogadiscio en 1993. Et les vétérans de l'armée américaine, c'est beaucoup de monde aux États-Unis, 1 300 000 soldats, 800 000 réservistes, donc vous imaginez ce que ça fait en anciens, en vétérans, et qui sont pour certains des électeurs républicains, pour certains, pas du tout tous, loin de là, des électeurs proches de la frange MAGA de Donald Trump, et dont on lit dans la presse américaine, on les entend, qui sont pas du tout contents de la manière dont ça se fait, de la manière dont Trump traite ses conseillers militaires, les généraux, le mépris avec lequel il a traité. Il n'a pas un rapport simple avec les armées, avec l'armée américaine particulièrement, Donald Trump. Donc tout ça c'est un contexte. Faut se souvenir que les midterms ont lieu bientôt, en novembre prochain, mais que la campagne dans les États locaux, la campagne elle commence dans un mois. Donc les campagnes électorales de certain nombre de gens, et il y a beaucoup d'anciens militaires au sein du Congrès et du Sénat américain, cette campagne électorale là, elle va commencer, et que pour Donald Trump ça devient un moment un peu compliqué puisqu'il avait annoncé que tout ça allait être très court. Là on rentre dans une autre phase de la guerre. Mais il est possible aussi, Rina Bassis, que Donald Trump parvienne à récupérer ce second pilote, qu'il parvienne par une action. C'est une possibilité effectivement, par la force, par une action militaire éclair, ou alors par une action diplomatique éclair, parce que il peut y avoir des coulisses que nous ne connaissons pas, bien évidemment. En tout cas, dans ce cas-là, Donald Trump serait renforcé. Et ça renforçait, surtout, ça peut justement, comme c'était dit tout à l'heure, ça peut lui offrir cette photo de victoire, peut-être, qu'il cherche justement pour finir la guerre. On peut aussi arriver à ça,
que ça tourne. C'est-à-dire qu'il s'arrêterait après cela. C'est très possible aussi. C'est une possibilité parce que là, effectivement, s'ils arrivent à voir ces photos-là avec les pilotes sauvés par une opération commando sur le terrain, c'est magnifique comme images qui sont montrées encore et encore sur les chaînes américaines. Et peut-être, on ne sait jamais. Mais j'aimerais aussi ajouter quelque chose à ce qui a été dit tout à l'heure parce que dans le premier mandat de Trump, justement, on a vu, dès le début, il y avait énormément de licenciements, énormément, son cabinet a bougé, les gens autour de lui, ça a changé en permanence toutes les semaines. Et ça, c'était une sorte de leçon qu'il a appris pour son deuxième mandat. Il y avait une décision de sa part que son deuxième mandat, ça sera plus calme de ce niveau-là parce qu'il a vu les dégâts que ça lui a causé politiquement. Donc, il avait cette volonté de rester plus stable avec les gens autour de lui. Et là, c'est justement, ça c'est un signe très mauvais pour sa situation. Le fait est que ça recommence, qu'il y a encore des gens qui sont licenciés ou des gens qui partent de son entourage. C'est un signe de faiblesse politique du président américain. Au moment où nous parlons, bien évidemment, chaque seconde, le coût de la guerre augmente pour les États-Unis. Il y a même un ticker, vous allez le voir dans un instant, qui montre que l'augmentation de ce coût, seconde par seconde, minute par minute, on en est, voyez, à plus de 40 milliards depuis le début de cette guerre, 11 000 $ par seconde, 41 millions par heure. Et alors que ce coût de la guerre augmente inévitablement, eh bien, des systèmes clés américains sont mis hors service. Alors, on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, il s'agit de 2 avions, mais ce ne sont pas les premiers. Depuis le début de la guerre, il y a eu des avions furtifs, des radars qui ont été endommagés. Il y a le sous-marin Ford qui a été réparé. Les remplacements de radars sur cette base aérienne de Al-Udeid au Qatar, c'est cela, Michel. Ce radar coûte très cher. Il a été endommagé par les Iraniens très rapidement au début de la guerre. Xavier en parlera mieux que moi, mais il faut bien comprendre que alors de quoi on parle quand on parle du coût de la guerre en fait. On parle d'un surcoût opérationnel, c'est-à-dire l'armée qui est en guerre coûte plus cher qu'une armée qui est en temps de paix, si vous voulez. Oui. On consomme plus de carburant, etc. Il y a des coûts de fonctionnement supplémentaires, mais il y a aussi le coût de la casse et le coût du remplacement. C'est-à-dire que les avions qui sont détruits, en fait, ils ont déjà été payés, ou les missiles qui sont utilisés, ils ont déjà été payés. Mais s'il s'agit de les remplacer, il faudra payer à nouveau. Et c'est cette valeur qu'on estime. J'ai calculé, au passage, que cette guerre pour les Américains, ça coûte 20 000 $ par soldat déployé et par jour. C'est un record. Un record. C'est un record historique. Donc c'est beaucoup plus que les guerres précédentes américaines. Ah oui. D'accord. En Irak, c'était à peu près 2000 $. Et là, on est passé à 20 000. Oui. En Irak, en 2007, au plus fort de l'engagement, on était à 2000 $. Donc c'est une guerre très coûteuse. À titre de comparaison, la France, opération Barkhane dans le Sahel, c'était 500 € par soldat et par jour. Ah oui, donc c'est considérablement moins. Et Xavier Titelman dit que c'est pas assez. Mais Xavier, expliquez-nous alors donc ce radar qui a été endommagé par les Iraniens très vite au début de la guerre, donc au Qatar, c'est un radar extrêmement coûteux. Alors en réalité, c'est le radar qui permet de détecter les missiles balistiques qui arrivent de très très haut, et le système coûte à peu près 1 milliard. Donc le radar tout seul ne coûte pas 1 milliard, mais c'est un système à 1 milliard qui est devenu inopérant faute de radar efficace. Et comment est-ce que les Iraniens l'ont détruit? Avec des systèmes très low cost contre lesquels les Américains auraient dû acheter des systèmes ukrainiens comme les Ukrainiens leur ont proposé en octobre, et malheureusement ils ont refusé, mais parce qu'ils sont trop hautains pour accepter de le faire. Et encore aujourd'hui... Ah, vous pensez que c'est la raison? Ah, mais c'est évident. Pourquoi C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est... On ne peut pas s'abaisser à acheter ukrainien, quand même. Ah, c'est s'abaisser que d'acheter ukrainien. Les pays de la zone... C'est pas que ça. Je veux dire, il y a aussi un intérêt américain d'acheter des armes qui sont produites par des manufacturiers américains. C'est la première raison. Mais des armes qui marchent, c'est quand même mieux que des armes américaines, en l'occurrence. Oui, mais il y a donc une gêne, effectivement, supplémentaire de la part des Américains à ne pas acheter ukrainien. Et la preuve en est, c'est que tous les pays de la zone, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, achètent ukrainiens, sont équipés, sont protégés aujourd'hui par les Ukrainiens et pas les États-Unis, d'où les pertes quotidiennes. Alors, si vous le voulez bien, faisons quand même un petit récapitulatif, parce que vous allez voir que c'est assez édifiant. Des matériels américains endommagés depuis le début de cette guerre.
en sus de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je le rappelle, aujourd'hui, vous avez un avion américain qui a été abattu par l'armée iranienne, 2 pilotes, un avion F-15, 2 pilotes étaient dans cet avion, un a été retrouvé, l'autre n'est pas encore retrouvé, et les secours sont en route, sont en train de fonctionner en ce moment même. Et il y a eu un autre avion de combat américain qui s'est crashé aujourd'hui à Addis, pas au-dessus de la République islamique d'Iran, mais à peu près au même moment, au-dessus du Golfe, et son unique pilote, lui, a été secouru. Qu'est-ce qui s'est passé le 19 mars dernier? Justement, un F-35, Xavier Titelman, avait été abattu. On peut le dire, c'est officiel. Touché, endommagé. Oui, touché, endommagé. A priori, il est considéré comme non réparable. Endommagé au-delà du réparable. Donc, mais là, il n'y a pas du problème de pilote. Le pilote a été blessé, néanmoins, parce que le missile qui a explosé juste à côté de lui donc c'est l'avion qu'on voit ici, qui est censé être un avion furtif. Et effectivement, il a un écho. Là, déjà, gros problème, le 19 mars. Mais le problème, c'est que comme il n'y a plus de radar au sol, de toute façon, les Iraniens ne peuvent pas détecter ces avions, donc ils ont des systèmes infrarouges. Et vous avez, c'est ce qu'on voit à l'image qui est ici, ils ont accroché leur cible avec une grosse caméra TVIR, et avec ça, ils sont capables de désigner la cible à un missile qu'on voit arriver de l'autre côté. Et attendez, les Iraniens donc sont capables de faire ça, donc c'est-à-dire... mais parce que les Chinois leur ont vendu depuis 2019. Mais comment est-ce possible que les Américains n'aient pas pris cela en compte? Mais ils l'ont pris en compte. Le problème, c'est que ces systèmes sont passifs. La différence, c'est quand vous avez un radar, ça émet, donc vous pouvez le détecter. D'accord. Un système visuel, il n'y a rien qui vous permet de savoir que vous êtes accroché. Donc en fait, c'est encore plus fort. Mais c'est surtout beaucoup plus simple. Beaucoup moins cher. Et beaucoup moins cher. Et donc là, potentiellement, un missile RR, parce qu'on voit la taille du missile quand on voit au ralenti, c'est des petits missiles a priori de taille RR, par exemple le R-73, qui est un missile soviétique historique. Et il a très bien marché contre ce... Il a très bien marché. Le vrai problème, c'est pourquoi est-ce que l'avion ne se défend pas en envoyant des boules plus chaudes? Et pourquoi? Ça, c'est vraiment un défaut sur l'appareil. En l'occurrence, il aurait dû être capable de se défendre. Donc en plus, vous pensez que ça montre qu'il y a eu un défaut sur cet appareil? Le fonctionnement de l'autoprotection du F-35. Bon, dis donc, je ne pensais pas que vous seriez aussi sévère. Mais donc là, je parle que du F-35, donc il y a eu ce problème le 19 mars. Mais il y a eu également la semaine dernière, Michel, par un drone sur base, l'avion AWACS. L'avion AWACS qui a été plus un missile fortement endommagé par les Iraniens. C'est plus un missile, je crois. Oui, a priori, il y a eu un tir, une salve mixte, missiles et drones. Je crois qu'il y a eu 6 missiles balistiques et 29 drones Shahed qui ont été lancés. Les signes balistiques, a priori, lancés en vertical, ce qui leur a permis ensuite, avec des sous-munitions, d'arroser complètement toute la base. C'est un coup évidemment très dur, parce qu'il y a l'AWACS. Alors évidemment, ça c'est une perte considérable. Il y a aussi des avions ravitailleurs, il y a des avions de guerre électronique aussi qui ont été touchés en tout cas. Et là aussi, on peut se poser des questions. Je veux dire, comment est-ce possible, tout simplement, alors que c'était quelque chose qui était totalement envisageable, c'était prévisible, que on savait que les Iraniens avaient de quoi frapper sur les bases, qui disposaient suffisamment de renseignements pour le faire. Et donc là aussi, on peut se poser des questions sur le côté américain, sur leur capacité à protéger leur site, à les disperser. Mais c'est des coups très durs. Alors après, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a des trucs qui ne sont pas remplacés. Alors les AWACS, ils ne se fabriquent plus, mais ils vont les remplacer. Les A10, par exemple, ils ne seront jamais remplacés. Donc, il est déjà payé et ils ne seront pas remplacés. Donc, à la limite, d'un point de vue financier, c'est pas grave pour eux. Bon, alors, si j'ajoute à cette liste les 3 Boeing E3, les 3 Boeing F-15, c'est-à-dire ceux qui ont été tirés par des tiramis. Koweït. C'est le Koweït. Voilà, c'est ça. Vous avez des drones Reaper aussi, je crois. Et également plusieurs drones. MQ-9 Reaper. Donc, ces drones américains qui coûtent une fortune. Ils coûtent quand même... Et ils en ont perdu combien? Ils en ont perdu 16. Hier, il y en avait 16. Les Iraniens ont continué à publier des images. Vous voyez, c'est le même type de système qui accroche infrarouge la cible.